Salut, alors cette vidéo c'est la rediffusion d'un live Twitch que j'avais à la base mis sur la chaîne principale pour rappeler l'existence de la chaîne Twitch. Mais pour que ce soit un peu plus clair entre la chaîne principale et la chaîne de rediff, je me suis dit que les rediff Twitch valait mieux la mettre sur cette chaîne là, parce que là sur la chaîne principale ça faisait un peu beaucoup. Parce que j'ai aussi mis les vidéos en réponse à Baudin. Oui, parce que du coup la vidéo présente, Baudin en a fait une réponse d'un assez haut niveau de malhonnêteté, vous pouvez aller voir ça, ouais, qui en est presque drôle. Et du coup, pour que ce soit sur la même chaîne, j'avais aussi mis ça sur la chaîne principale. Mais bref, pour plus de cohérence, je remets tout ici. Donc bref, voilà pour le contexte. Pour un peu introduire, je sais pas, est-ce que vous connaissez Maudin Malin? Moi je ne connaissais pas en fait jusque-là. J'ai vu le Athlétique avait fait une réact à sa vidéo. Attends, comment s'appelle sa vidéo? Il retourne les féministes, c'était peut-être celle-ci. Après, il y a pourquoi les féministes veulent détruire l'amour. Non, c'était peut-être celle d'avant. C'était une des deux, en tout cas, c'est celle parce que là, dans les deux, il cite Julien Rochdy. C'est une des deux, donc c'était très mauvais. Du coup, Maudin Malin, on peut dire que c'est un fafouatch, mais c'est la partie assez intellectuelle. Enfin, c'est un peu antinomique de dire intellectuel de droite, mais ouais, c'est ça, c'est pas comme le Raptor ou pas vegan, c'est pas des gens qui te balancent des trucs évidemment débiles, quoi. C'est des trucs assez brodés, quoi. C'est bien écrit, quoi, on va dire. Donc pour quelqu'un qui connaît pas trop le sujet, tu te dis ok, c'est carré. Ça a l'air carré en fait, voilà, on peut dire ça. Bon, la vidéo où cite Julien Rochdy, bon déjà quand tu prends Julien Rochdy comme référence, bon, de la haute qualité. c'est que ça vole pas haut, quoi. Il y a vraiment des gens qui prennent Julien Rochdy au sérieux. C'est incroyable. Parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de trucs axés sur la socio sur sa chaîne. C'est de l'analyse un peu qui a l'air structurée, tout ça, mais bon, c'est de la mauvaise analyse, quoi. Genre des trucs comme le capitalisme est lié, l'allié du wokisme. Et c'est des trucs qui vont être, enfin, j'allais dire argumentés, bon, ça vole pas haut, mais. Et du coup, cette vidéo, le militantisme détruit la sociologie. Et après, il y a pas mal de points qui vont être intéressants à aborder, voilà, notamment l'incompréhension entre tous les trucs autour de la neutralité. Il y a un reproche qui revient souvent dans sa vidéo de reprocher aux gens d'être engagés et d'être notamment woke. La recherche serait woke, le wokisme à l'université, l'islamo-gauchisme à l'université. Voilà, on est dans cette vibe-là, quoi. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé d'où venaient ces nouvelles obsessions de la race, du genre ou encore des fameuses dominations? Des obsessions. Domination, réelles ou supposées. Vous savez, ces discours qu'on entend un peu partout sur le mâle blanc dominant, responsable de tous les maux de la Terre, et qu'il faudrait absolument sortir de l'histoire. Eh bien, le laboratoire qui fabrique Bon, tout on est d'accord, c'est un homme de paille dans le sens où il n'y a pas grand monde qui dit ça. Enfin, effectivement, il y en a qui le disent, Sur mais. le blanc de l'histoire. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il veut dire, en gros, arrêter de faire genre que l'histoire a été faite que par des hommes blancs, où il parle vraiment très littéralement, dans le sens supprimer les hommes C'est pas forcément très clair. Bon. ces idées, c'est évidemment l'université. L'université, c'est un lieu à part, un lieu qui est fait pour penser le monde. Mais c'est aussi, paradoxalement, un vase clos, qui est quasiment coupé du monde qui l'observe. Ça, c'est incroyable qu'ils disent ça. Mais non, mais quand tu fais de la science, quand tu fais des sciences humaines, non, t'es pas coupé du monde. Tu étudies le monde. La société, c'est ton champ d'études. Donc, enfin, je sais pas s'il est dans une vision un peu cliché du scientifique qui est dans son labo. C'est l'université, c'est les scientifiques qui sont là dans leur labo avec leurs petites éprouvettes, qui sont coupés du monde. Des fois, on a cette vision de la science. Alors, ça serait triste qu'ils soient là-dedans quand même, mais non, c'est évidemment que la sociologie, la psychologie, ça se fait au contact des gens. Et il n'aura échappé à personne que l'université, surtout en sciences humaines, c'est un lieu extrêmement politisé. Et bien sûr politisé très à gauche. Et depuis quelque temps, la recherche... Ouais, en même temps, si t'es politisé à droite, ça serait un peu inquiétant. Si jamais, quand t'as une bonne analyse de la société, oui, effectivement, tu penches à gauche. C'est un peu évident. Genre, en fait, si t'es à droite, soit tu t'en moques des problèmes de la société. Ouais, si t'es de droite, soit que t'as quand même un certain aveuglement sur la société et que du coup, si tu te renseignes correctement, tu vas les déconstruire. Soit t'acceptes le monde malgré les problèmes qu'il a. Bon, c'est quand même compliqué quand plus tu te renseignes sur les problèmes, plus c'est quand même dur de les accepter. Donc c'est assez logique qu'il y ait quand même peu de gens de droite dans les milieux universitaires et surtout en sociologie quand même. Quelque temps, la recherche universitaire est totalement parasitée par le militantisme des chercheurs. Et qui plus est, par des militants extrêmement radicaux qui voient dans la radicalité une vertu en soi. Ouais. Moi j'attends effectivement qu'il montre à quel point ça parasite vraiment. Parce que pour lui, forcément s'il est de droite, oui, il va vite considérer que les recherches sont trop portées sur des sujets de gauche, vu que lui, il parle d'obsession, il voit déjà un problème au fait qu'on parle beaucoup de racisme ou quoi, ou de ces sujets-là, pour lui c'est déjà un problème, j'imagine. Et leurs obsessions pour l'intersectionnalité, le décolonialisme, la blanchité, etc. ont tendance à appauvrir énormément la qualité de la réflexion. Là, je comprends pas, genre, au contraire, ça l'enrichit. Enfin, c'est des concepts, ils sont pas sortis c'est pour rien, quoi. C'est des sujets qu'on explore, qui sont explorés avec des méthodologies. Ouais. C'est surtout qu'il prend l'exemple de l'intersectionnalité. Au contraire, je trouve que c'est un outil qui est hyper intéressant et qui ne fait qu'enrichir la compréhension des rapports de classe. La décolonisation aussi, ouais. Pourquoi faudrait pas étudier ça? Ou alors, il faudrait plus spécifiquement dire, ces sujets sont peut-être pas bien étudiés, mais c'est un peu étrange quand même. Mais aussi la variété des réflexions. On a quelques sujets qui tournent en boucle jusqu'à l'écœurement.
Bref, l'université est en grand danger. Est-ce qu'on a limité la variété Je sais pas. Après, si jamais c'est le cas, il faudrait peut-être poser d'autres questions. Est-ce que c'est parce qu'il y a le wokisme qui fait qu'on ne fait que ces sujets-là, on fait que les sujets politisés ou est-ce que c'est pas... Si jamais c'est le cas, il faudrait le montrer. Bon, est-ce qu'il y a des sources dans sa vidéo? Mais il a le livre, non, à un moment. Waouh. Merci, ça fait plaisir. Hein. Les gens qui citent leurs sources, voilà, le sérieux des gens de droite. J'imagine tout, ouais, il va se baser sur un livre, donc il va dire que c'est ça sa source. Bon, il se base sur sa source, c'est ce livre de cette personne. Je vois qui c'est. Bon, c'est pas la meilleure référence. Et quand je parlais de source par rapport à, qu'est-ce qu'il venait de dire? Ah oui, sur le fait qu'il y avait un appauvrissement. Il faut le démontrer. Et c'est le cas. Est-ce que c'est vraiment une question politique ou enfin politique dans le sens un endoctrinement qui aurait trop de militantisme chez les chercheurs, ou est-ce que ce serait pas peut-être une autre explication qui serait par exemple, je sais pas, le fait qu'il y ait moins de budget dans la recherche, le fait que qu'on ait quand même un gouvernement qui soit pas hyper porté sur des services publics et sur la recherche, tout ça. Enfin, il peut y avoir d'autres questions. Et là, bon, on va pas y trancher ça ici. Bon, forcément, il va pas aller là-dessus. Il sous-entend bien que le problème, c'est l'idéologie de gauche. Et récemment, quelqu'un a mis les pieds dans le plat pour dénoncer les abus qui y sévissent. Et cette personne, c'est Nathalie Heineck. Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai lu ce que le militantisme fait à la recherche. Et on y apprend beaucoup de choses très intéressantes de la part de quelqu'un qui a pu observer de l'intérieur toutes les transformations que le wokisme a fait subir à la recherche universitaire. Le monde social que ces chercheurs militants s'attachent à bâtir s'avère à bien des égards invivable, habité par la hargne et le désir insatiable de revanche. Alors très rapidement, pour la présenter un peu, Nathalie Heineck est directrice de recherche au CNRS et c'est une énorme référence dans le domaine de la sociologie de l'art. Moi-même, quand j'étais étudiant, j'ai dû lire plusieurs de ses ouvrages. Et son directeur de thèse, c'était Bourdieu lui-même. Donc, si vous voulez, la sociologie, elle connaît un peu. Ouais, bon, là, il y a un peu un argument d'autorité qui est inconnu de la sociologie. N'empêche que quand elle parle de sujet, quand elle parle de wokisme, ben, c'est pas très intéressant quoi, ce qu'elle dit. Peut-être que c'est dans ses travaux de recherche sur la sociologie de l'art, si elle se trouve c'est intéressant, je sais pas, je connais pas. Mais j'ai entendu parler de wokisme, je l'avais entendu, je sais plus, ouais, elle parlait aussi bon, par rapport à des questions de genre, des trucs comme ça. Elle était passée sur des médias assez classiques, hein. Je crois qu'il y avait eu des débats, des trucs comme ça. Bon, c'est pas une référence intéressante sur le sujet. Hein. De plus, Heineck, c'est plutôt une femme de gauche. Et ce qu'elle nous explique dans ce tout petit ouvrage, ouais, une femme de gauche anti-woke. Faut préciser quand même. C'est comment on en est arrivé là. Mais aussi et surtout, pourquoi ce militantisme woke à l'université de la part des chercheurs eux-mêmes est si grave. Et elle va nous donner pas mal d'exemples assez concrets et assez sidérants. On va voir ça ensemble. Mais avant de commencer, sachez que j'ai récemment écrit une nouvelle pour le premier numéro du magazine de Livre Noir sur le thème de l'immigration. C'est l'histoire d'un homme. Ça annonce la couleur. Ça annonce ça. Alors Livre Noir, si vous connaissez pas, c'est très mauvais. C'est très de droite. C'est un média d'extrême droite, très mauvais. Donc il a une fierté d'avoir écrit là-bas. Et il a écrit un texte sur quelqu'un qui revient dans son pays et qui voit son pays totalement dénaturé. Oui, c'est sur l'immigration. La mort du pays, tu vois. Bon, bref. Ouais. Déjà, un truc sur l'immigration, sur Livre Noir. J'ai pas lu son texte, hein, mais bon, ça donne pas envie quand même. Ce dont il faut déjà avoir conscience, c'est que ce n'est pas la première fois que l'université est sous l'emprise de la politique. Pour l'historien Jacques Julliard, il y a eu 3 de ce qu'il appelle des glaciations de la pensée dans le monde universitaire français. La première, c'est la glaciation soviéto-marxiste d'après-guerre. La deuxième, le maoïsme dans les années 70, et beaucoup pensaient qu'après les dérives post-68, la contamination de la recherche par le militantisme, c'était de l'histoire ancienne. Mais parce que la troisième glaciation, c'est donc la glaciation actuelle, celle que Jacques Julliard résume par le terme d'islamo-gauchisme. Oh, bon, après bon là il donne des trucs, faudrait qu'il y ait un peu des sources quoi. Bon, mais rien que le terme l'islamo-gauchisme. Ça c'est vraiment la panique morale de l'islamo-gauchisme à l'université, qu'il y avait même des politiques qui avaient utilisé ce terme. Bien sûr, c'est juste des trucs en l'air quoi. On n'a jamais déjà faudrait bien définir ce que c'est, il faudrait des preuves que ça existe, qu'il y a ça, que ça nuit à la recherche. Bon, évidemment, on n'a jamais de preuves de tout ça. Il y a un truc aussi, c'est que c'est ironique de dire qu'il y a du militantisme que quand il y a des mouvements de gauche. Genre là, il prend l'exemple de mai 68 et c'était du marxisme, enfin je sais plus exactement le premier truc. Et vraiment, genre, c'est identifié comme du militantisme uniquement quand c'est quelque chose qui est revendiqué et quelque chose qui est de gauche. Et le fait, je sais pas, par exemple, d'être dans le statu quo, tout simplement, ce n'est jamais perçu comme du militantisme. Et ça sous-entend que les gens qui seraient pas explicitement militants seraient neutres et non militants justement, alors qu'en fait ils ont aussi des choses à défendre et probablement qu'ils défendent aussi des choses. En fait l'illusion de la neutralité, enfin la neutralité c'est une illusion, ça n'existe pas en fait, personne n'est neutre. Et d'autant plus en sociologie, c'est une des premières choses que tu apprends, c'est que en fait tu parles ce qu'on appelle d'un point de vue situé. Ouais.
tu as, je sais pas, une histoire, tu appartiens à certaines classes sociales, enfin bref, t'as plein de caractéristiques en fait qui font que tu n'es pas neutre face à ton objet de recherche. Et au lieu de nier ça et de dire si je suis neutre, ce qui peut en fait, ce qui est un gros piège parce que du coup tu vas être totalement aveugle à certaines choses, ben en fait, il vaut mieux avoir une réflexivité sur quelle est ta position et à partir de là, dire bon bah voilà quels sont les risques, voilà quels sont les avantages, parce qu'il y en a aussi, par exemple le fait de bien connaître un objet de recherche, en gros d'analyser la position que tu as en tant que chercheur ou chercheuse et à partir de là, d'essayer d'objectiver au maximum pour appliquer la méthode scientifique en fait. Mais de partir du principe qu'on est neutre, c'est complètement une illusion quoi. Bon, ça, on va y revenir, je pense, sur la question de la neutralité. Un mot qui fait débat à l'université et qui a été popularisé après la décapitation de Samuel Paty. C'est vraiment à ce moment-là qu'on commence à s'intéresser massivement à l'aspect militant de l'enseignement. Ouais, là, pour remettre en contexte, on a quand même, du coup, une instrumentalisation de la mort de cette personne pour venant de la droite. Pour le par l'extrême droite, quoi. Ouais. Bon, bien sûr, les causes ont changé, la race et le genre ont remplacé les classes sociales je et la sais pas religion. pourquoi il a choisi ça comme panneau, mais c'est pas celle-là, c'est celle d'après. Bien sûr, les causes ont changé. Il dit quand j'étais petit, il y avait pas de musulmans, de juifs, de chrétiens, de noirs ou de blancs, il y avait juste des copains. C'est le je vois pas les couleurs quoi. Genre les couleurs, ça existe pas, c'est secondaire. Et ça, pareil, genre c'est une illusion de neutralité totale. Oui, heureusement qu'il est pas militant, ouais, exactement. La race et le genre ont remplacé les classes sociales et la religion n'est plus l'opium des peuples contre lequel il faut lutter, mais le genre et la race ont remplacé les classes sociales. Mais non, en fait, non, pas du tout. C'est venu s'ajouter en tant que critères qui sont des critères sociologiques. Voilà, c'est ça, c'est colorblindness, merci. Parce qu'en fait, lui, il veut quand même voir en termes de classe sociale, mais pas en termes de genre. Les classes sociales. Alors que c'est juste, ça a un impact très fort. Et pourquoi ça remplacerait de nouvelles grilles de lecture? En fait, ça s'ajoute, c'est des nouveaux sujets de recherche. Il n'y a plus de travaux sur les classes sociales dans les dernières années. J'en serais surpris. Non. Ça reste. En fait, il y a en sociaux, il y a le trio des catégories. En gros, t'as le genre, le sexe, l'âge et la classe sociale. Donc c'est pas. Et t'as la race qui est même pas citée en général dans le truc, parce qu'en France, on n'a pas le droit de faire ce qu'on appelle des sondages ethniques ou ce genre de choses. Du coup, c'est pas considéré comme un des grands piliers. Alors qu'on sait que ça a une influence, mais voilà. Il faut quand même avoir des études sur le sujet, quoi. Ouais, mais en France, c'est plus compliqué à faire, quoi. C'est juste qu'après, il y a des statistiques, il y a certaines statistiques que tu peux pas faire. Ça t'empêche pas d'étudier le racisme, le colonialisme. Tu as quand même d'autres outils méthodologiques, quoi. Oui, bien sûr. Et puis, on va pas entrer dans le débat des statistiques ethniques ou quoi, mais de toute manière, même à partir du moment où tu as des données dans d'autres pays, tu peux recroiser avec des données que tu as eues. Tu peux toujours faire des entretiens aussi. Après, il y a toujours les trucs en direct aussi. Tu as plein d'autres méthodologies que tu as le droit de faire. De toute manière, ça ne bloque pas. Il y a plein de moyens de faire la recherche encore maintenant. Bon. Et la religion n'est plus l'opium des peuples contre lequel il faut lutter, mais l'étendard des opprimés, pour citer Heineck. Les mots gauche, révolution, prolétariat ont été remplacés par décolonialisme, intersectionnalité, racisé. Pourquoi remplacer? Non, ça vient juste s'ajouter. C'est un grand remplacement de la recherche. Gauche, révolution, on utilise toujours ces mots. Qu'est-ce qu'il raconte? Enfin, qu'est-ce qu'elle raconte? Parce que faudrait voir à quel point il institue correctement son livre, mais en tout cas, ça n'a aucun sens. Hein. Ce qu'il faut absolument comprendre, c'est que la sociologie est le champ d'études universitaire le plus politisé. Et ce n'est pas un fait nouveau. Il y a 20 ans, le sociologue Didier Lapéronie dénonçait... en même temps, ça a des conséquences sociales. Oui. Évidemment que ça n'a rien de surprenant. Bon, il dit, c'est pas un fait nouveau, oui. Bon, okay. C'est déjà la tendance de la sociologie française à politiser la recherche. La recherche est vue par des militants comme un espace de lutte. C'est le fameux « la sociologie est un sport de combat » de Pierre Bourdieu. Ce que Lapéronie dénonçait, c'était la course à la radicalité dans le milieu universitaire et tout particulièrement en sociologie. Dans les années 90, la sociologie critique et la gauche radicale vont s'allier. Les sciences sociales sont alors, selon les mots d'Heineck, réduites à un catéchisme qui se résume à des concepts comme la domination, la légitimation, la construction sociale. Bon, ça c'est hyper malhonnête. En fait, c'est pas parce que c'est engagé que ça peut pas être réfléchi, sceptique. Le comparer à un catéchisme, c'est hyper malhonnête. Hein. Oui, d'ailleurs, ça me rappelle vraiment le discours de certains Z. Je sais pas si ça vous parle, mais c'est en gros dans le milieu zététique, esprit critique. Il y a vraiment ce truc de moi je suis neutre, je me base juste sur les faits scientifiques. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte qu'ils font du militantisme presque tout le temps en fait. Quand je sais pas, par exemple, quand on fait la promotion de l'esprit critique, quand on dit faudrait mettre en place plus d'esprit critique dans les écoles, des cours d'esprit critique, des cours de zététique, etc. Ou alors faut encourager la population à se faire vacciner,
vacciner, ou faut encourager les gens à se protéger quand ils font du sexe. Tout ça, il y a une dimension militante en fait. Il y a du prescriptif, c'est pas uniquement du descriptif. Ouais. Et en fait, c'est normal. Les données en tant que telles, elles servent à rien. Déjà, on fait des recherches parce qu'on a certains buts. On essaye de trouver certains résultats, pas dans le sens où on essaye de trouver des résultats spécifiques pour prendre une idée, mais ce que je veux dire, c'est qu'on essaye de répondre à certaines questions parce qu'il y a un intérêt politique derrière. Enfin bref, en fait, j'ai envie de dire tout est politique, quoi. Et ça n'exclut évidemment pas les sciences, qu'elles soient sociales ou pas. Et du coup, oui, je voulais recommander un article de Florence Delry qui s'appelle Vaccine tes mioches versus arrête la viande, je crois. Et elle pointe vraiment ce truc-là de l'écart qu'il y a entre des choses qui sont perçues comme neutres, mais qui sont bien du militantisme, mais qui sont pas reconnues comme telles, parce que souvent c'est des choses consensuelles, en fait, tout simplement. Genre dire qu'il faut mettre des capotes quand on baise, oui, c'est consensuel. Et en fait, il y a une prémisse implicite, il y a forcément une prémisse qui est idéologique, qui est un état du monde qu'on considère souhaitable, et par défaut, on considère souhaitable que la population soit en bonne santé. Donc ça paraît évident que derrière, on veut vacciner ou tel médicament ou quoi, il y a un implicite que, bah oui, c'est mieux que la population soit moins malade. Exactement. En fait, moi j'aime bien genre, la représentation de... Il y a nécessairement une prémisse descriptive, et au moins, hein, une prémisse descriptive et une prémisse normative. Une prémisse descriptive et une prémisse prescriptive. Du coup, la prémisse descriptive, ça va être, bah voilà, par exemple, on sait que se vacciner, ça réduit les risques de choper telle maladie, ou ça réduit les risques d'avoir des effets secondaires graves, ou mettre des capotes, ça réduit les risques de choper des maladies graves qui peuvent potentiellement te faire mourir. Mais en fait, ça nous dit rien de ce qu'il faut faire. Ça nous dit strictement rien à part juste ces données. Voilà, c'est juste, on sait que telle chose fait ça. Et pour passer de ça à il faut encourager la population à se faire vacciner ou il faut encourager la population à se mettre des capotes, il faut nécessairement une prémisse qui est prescriptive. Il faut qu'on parte du principe, par exemple, que c'est bien de ne pas choper de maladie ou que c'est bien de ne pas avoir d'effets graves à cause d'une maladie. Enfin bref, il faut avoir quelque chose d'ordre politique, en fait, d'ordre moral. Et ça, souvent, c'est complètement ignoré. Enfin, souvent, je sais pas, j'ai pas les stats, toi. Mais en tout cas, il y a une partie du mouvement zététique qui ignore ce truc-là et qui se prétend apolitique et neutre, pensant ne pas avoir, du coup, de pas faire de militantisme, alors qu'ils sont complètement là-dedans, quoi. Ouais. Je vous mets ma vidéo qui est 4 étapes pour raisonner en politique, qui reprend un peu les étapes de ce raisonnement, voilà, avec des fois les prémices implicites, quoi, et l'article de Florence. Et la violence symbolique. Parallèlement à ça, la recherche militante va commencer à absorber les théories américaines postmodernes qui ont été développées à partir des idées de penseurs français. J'avais envie de rajouter un truc, c'est que effectivement, le fait qu'on soit engagé, c'est un truc important à dire, ça n'empêche pas d'être au mieux objectif, peut-être pas objectif à 100%, il y a toujours des biais évidemment, mais tout le principe des méthodes scientifiques, c'est de mettre en place tout plein de méthodologies, de limiter les biais, de faire en sorte que malgré tous les biais qui existent, que ce soit des biais méthodologiques, psychologiques ou quoi, on arrive à des trucs les plus objectifs possibles. Et donc tout comme en médecine, on peut avoir tout un tas de biais, et je pense que tout le monde dirait oui, même si on a nos propres convictions en médecine, on peut faire la recherche en médecine. Le fait qu'on ait de l'idéologie sociale, on a tous des idées politiques, ne nous empêche pas d'avoir des analyses intéressantes d'un point de vue sociologique et de mener des études de manière rigoureuse, etc., quoi. D'ailleurs, fun fact pas très fun, il y a des études qui tentent à montrer que justement les gens qui sont dans des positions sociales qui sont assez favorables, typiquement les mecs blancs, valides, etc., ont tendance à moins voir les mécanismes d'oppression. Parce que même ils sont pas concernés, du coup ça peut être un peu plus difficile de te projeter et du coup de décerner certains mécanismes. Et ça c'est un truc qui est jamais pris en compte en fait. Que quand t'es dans l'individu type, en fait, t'as aussi des biais, t'as une certaine position qui te met dans une certaine situation vis-à-vis de ton objet de recherche. La French Theory, Derrida, Deleuze, Foucault. En gros, déconstruction, désessentialisation, relativisation. De là vont naître les studies, c'est-à-dire qu'on ne se base plus sur les disciplines des sciences humaines et sociales, mais sur des objets d'étude basés sur des minorités discriminées. Les femmes, les races... Pourquoi ils les opposent ? Ouais, Genre les gender studies, c'est des objets de sciences sociales, enfin c'est des études de sciences mais j'ai l'impression qu'il Enfin, je comprends mal pourquoi il oppose les objets et les disciplines, alors que les objets sont compris dans les disciplines. Pour moi, il y a deux choses. Il y a les disciplines, quoi, on va dire, après il y a l'objet d'étude. Et l'objet d'étude, tu peux le voir à travers plusieurs disciplines. Par exemple, la question du racisme, tu peux l'étudier d'un point de vue sociologique, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue éthique. C'est d'ailleurs
ma prochaine vidéo qui devrait sortir d'ici, je sais pas, 2 semaines, qui est sur du coup les définitions du spécisme. Je crois que j'ai déjà fait mon teasing au dernier live, mais bon, je le refais. C'est pour être bien clair, je donne des définitions du spécisme qui s'appliquent finalement à toutes les oppressions, de bien distinguer la perspective psychologique, la perspective sociologique et la perspective aussi en philo-morale. Parce que la perspective en fait psychologique et sociologique, elle est purement descriptive et normalement, si les études sont bien faites, bon, peut-être qu'elles ont des biais qui pourraient être encore perfectibles. Sûrement que parmi toutes les études, il y en a qui sont biaisées, évidemment. Mais normalement, on peut très bien étudier ces choses-là, même en n'étant pas spécialement engagé. Évidemment que c'est des gens engagés en général qui vont se saisir du truc. Ça paraît évident que quand tu es antiraciste, tu as plus de chances de vouloir t'intéresser à une analyse du racisme. Mais ça n'empêche pas d'avoir une analyse objective, que d'admettre des trucs où on se trompe. Surtout que si on veut faire évoluer les choses, il faut qu'on ait une analyse, une grille de lecture, une bonne grille de lecture du monde. C'est pour ça que la gauche a intérêt à avoir des informations vraies sur le monde. Oui. La droite a plus intérêt à mentir parce que c'est évident que si les gens sont bien renseignés, soit ils assument quand même un égoïsme assez ouf, et pour les gens qui sont eux-mêmes discriminés, bon, je sais pas si c'est son cas, mais il y a beaucoup de gens qui défendent des idées qui sont finalement nuisibles pour eux-mêmes, quoi. Du coup, ils auraient intérêt à avoir des connaissances vraies sur le monde. Bon, quand on est de gauche, si on veut vraiment un monde meilleur, il nous faut des informations justes sur le monde. C'est pour ça qu'il faut bien distinguer. Je vous renvoie vraiment à ma vidéo que j'ai mis plus haut, mais sur ce truc de distinguer l'idéologie, le côté factuel, et on peut avoir une analyse psychologique et sociologique du racisme qui soit purement descriptive. Et normalement, quelqu'un de raciste, s'il est honnête, pourrait dire bon, ok, moi je suis raciste, mais j'admets que cette analyse est vraie et objective. En pratique, évidemment que c'est rare qu'on voit un raciste admettre la réalité factuelle du racisme. Cisés, les homos, les gros, les handicapés. Le but de l'université n'est alors plus la recherche, la compréhension du monde, de la société, mais bien la lutte contre les formes d'oppression ou de discrimination. Ça, Le pareil. tout Ça, c'est fallacieux les opposer. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. T'as besoin de comprendre le monde si tu veux t'y opposer, enfin En fait, si tu veux le changer, quoi. c'est pas le C'est faire. complètement absurde. J'ai envie d'avoir des informations sur le racisme ou le spécisme pour mieux le déconstruire. Et oui, il y a une intention derrière, mais en fait, cette opposition qu'il fait, c'est aussi absurde que de dire, mais finalement, les médecins qui font des recherches sur les vaccins, en fait, au-delà de développer des vaccins, est-ce que leur but, c'est pas de rendre la population en bonne santé? Il y a un objectif idéologique derrière ça. De vacciner la population. Oui, ils veulent éradiquer le virus. Oh. L'objectif des médecins, et voilà, c'est de s'attaquer au virus, c'est idéologique. On peut vraiment faire des trucs tellement absurdes. en faisant de la radicalité une vertu en soi. Rien ne sidère autant qu'une proposition radicale, Ça. car l'extrémisme, En bien faisant de la radicalité une vertu en soi. Bah, ça n'a aucun rapport avec le côté scientifique en fait. Ça dépend de ce que tu veux dire par radicalité. Si radical dans le sens où on est radicalement contre une oppression, en quoi se nuit à la Mais recherche? je vois même pas pourquoi il dit ça dans le mode c'est un but en soi. C'est bizarre, une vertu en soi. Je sais pas, c'est pas très Genre il y a des gens clair, qui mais- revendiquent l'idée que. Je suis radical. Bah, tout dépend ce qu'on va dire. Il faudrait qu'il décrive Ouais, bien c'est ce toujours qu'il veut dire par c'est comme radical. l'accusation d'extrémisme, quoi. Et ça sera peut-être plus clair. Là, c'est difficile de répondre. Ouais. sûr, impressionne beaucoup plus que la modération. Et effectivement, la C'est vrai que ce truc, il fait. J'aime ça. Alors, moi, j'ai pas beaucoup regardé ses vidéos. Pour l'instant, je connais celle-ci et les deux là que j'ai sur le féminisme, où il met du coup les gens en gros plan quand il les cite. Et du coup, c'est assez gênant. Sur son autre vidéo, t'as des gros plans de Julien Rochely constamment dans la vidéo. C'est quand même un peu malaisant, quoi. radicalité, c'est très pratique pour impressionner les imbéciles et les esprits faibles. Et ce militantisme académique a, en toute logique, tendance à attirer les plus médiocres. Alors, vous me direz, C'est Rokhaya Diallo qui met. Ouais. Et ça c'est marrant, c'est toujours les mêmes personnes que. La droite, ils ont Sandrine Rousseau, Rokhaya Diallo, c'est vraiment les mêmes personnes qu'ils Écologie, on aiment, dirait. ils aiment taper dessus. Non, mais c'est aussi que dans ces mouvements, ils s'attaquent toujours à certaines personnes. Genre pour l'animalisme, il y a avoir Solveig Alouin souvent. T'as une personne Les gens qui qui. sont représentatifs du truc, quoi. Ouais. Je pense pas que c'est les gens représentatifs du truc, c'est les gens Ils sont où visibles. on a réussi à les tacler et on sait qu'on arrivera facilement à les tacler. Je sais pas si à quel point je connais pourtant tout ce que fait Rokhaya Diallo, je sais pas si elle est plus facile à attaquer que d'autres, mais étrangement ça revient souvent. Genre Sandrine Rousseau, est-ce qu'elle est plus facile à attaquer que Après, d'autres c'est des écologistes? Je figures sais pas. publiques. Ouais, mais toutes les figures publiques sont pas attaquées contre Sandrine Rousseau. Pourquoi Sandrine Rousseau, ça Yannick prend pas la Jadot est gueule pas aussi. attaqué comme Sandrine Rousseau. Oui, Il y a mais quand aussi, c'est des meufs, hein. oui, c'est du même. C'est quand même. Il y a plusieurs raisons. Hein. Il y a peut-être le fait qu'elle soit attaquable, le fait qu'elle représente effectivement ce que la droite n'aime pas. Bon, après, peut-être qu'effectivement. Peut-être qu'il y a effectivement des trucs à redire. Moi, je pense que j'aurais effectivement des critiques à faire à Sandrine Rousseau, par exemple. Mais c'est pas anodin le fait que ce soit vraiment. C'est Toujours une sur les réponse. mêmes personnes que portent les critiques. Parce que là, il n'y a même pas une critique intellectuelle, c'est vraiment juste elle qui a Oui, c'est une affiché. illustration. Pourquoi il montre elle? Mm. Est-ce que c'est pas parce que dans son public, les gens ont déjà une image Rokhaya Diallo, c'est la personne à qui on aime bien tacler? Bon,
C'est comme ça que je l'interprète, mais bon. La lutte contre les discriminations en soi, c'est pas forcément une mauvaise chose. Le problème, ce sont bien sûr les méthodes utilisées, car selon Heinick, ces méthodes sont illégitimes. Alors, pourquoi c'est grave ? Pourquoi c'est illégitime ? Oui, ce que j'allais Il vient de dire, selon elle, c'est illégitime. Ok. La recherche militante, c'est un non-sens complet. Ça va totalement à l'encontre de la méthode scientifique. Non, ce qui va à la compte de la méthode scientifique, c'est si on a déjà nos conclusions et qu'on cherche à tordre les données pour qu'elles correspondent à ce qu'on veut. Si on a une question qui découle d'une volonté militante, genre je veux une population en bonne santé, je veux qu'il y ait moins de souffrance dans le monde, je veux que du coup il y ait moins d'oppression, des choses qui sont tout à fait comparables. Hein. À partir de ça, j'ai une question qui est comment je fais pour changer ça ? Donc il faut que j'analyse la situation. Qu'est-ce qui cause des maladies ? Qu'est-ce qui cause de la souffrance ? Qu'est-ce qui cause des oppressions ? Comment on y répond ? Ouais. Comment on combat les maladies ? Comment on combat les oppressions ? En fait, on peut faire les mêmes raisonnements. Il n'y en a pas un qui est plus militant que l'autre. Dans les deux cas, il y a quand même une démarche idéologique militante derrière. Mais en fait, tout dépend ce qu'on va dire par idéologique. C'est idéologique dans le sens où il y a quand même un objectif. Genre, personne n'est complètement neutre, personne n'a aucun désir de société. Après, il y a peut-être des gens qui sont scientifiques dans le sens où il y a juste la curiosité qui les intéresse, c'est possible. Hein. Ouais, comme là, quand tu sélectionnes ton sujet, enfin oui, ça peut être un truc vraiment très personnel. En tout cas, on peut très bien faire de la recherche dans les exemples que j'ai pris. On peut répondre à notre question de manière purement objective, parce que, comme je le disais, si notre but c'est de déconstruire un truc, d'améliorer un truc, il vaut mieux qu'on ait les bonnes données pour bien répondre à notre question et aller dans le bon sens, quoi. Il y a Denis Colombi, qui est un sociologue qui a travaillé sur la question de la pauvreté, et il a fait un autre ouvrage sur la question du capitalisme. Son livre est très très bien, ça s'appelle Où va l'argent des pauvres, enfin un de ses livres du coup, Où va l'argent des pauvres, et dedans il y a une citation, alors je pourrais pas vous la ressortir de tête comme ça, mais en gros il dit pendant le temps de la recherche, il y a une objectivité qui est de mise, enfin en tout cas une tentative d'objectiver l'objet qui est de mise, c'est nécessaire pour répondre aux attendus de la démarche scientifique, mais une fois que ça c'est fait, à un moment il faut quitter les murs du laboratoire et tenter d'avoir un impact pour améliorer le monde social, quoi. Je trouve que c'est bien d'expliciter le fait que une démarche est nécessairement politique, mais que ça n'empiète pas, c'est ça qui est important, c'est que ça n'empiète pas sur la méthode de recherche. Et normalement, à partir du moment où t'es scientifique et tu sais faire de la science, tu te mets dans cette posture pour être en capacité d'objectiver ce que tu fais. Et pour justement être attentif à tes biais. Mais c'est essentiel de savoir que t'es susceptible de te faire biaiser pour pouvoir essayer de les mettre à l'écart, quoi. Parce que si tu pars du principe que t'es pas biaisé, désolé, mais bon. Oui, ce que je veux dire par rapport à l'idéologie, moi c'est un terme que j'utilise dans le sens pour dire c'est notre objectif, c'est ce qui découle de nos préférences morales, que ce soit objectif ou pas, bon bref. Et après il y en a qui parlent d'idéologie dans le sens, c'est le fait d'avoir un but, une vision un peu dogmatique. Souvent, il y a des gens qui le voient comme ça. Donc, évidemment que moi, quand je parle d'idéologie, c'est évidemment que quand on peut très bien être politisé sans être dans le dogmatisme. En tout cas, c'est ça ce qui est important à préciser. Et stratégiquement, c'est même mieux. Oui, évident. Et beaucoup ont du mal à l'admettre, alors que c'est une évidence absolue. Heinick nous rappelle que la science a mis du temps à s'extirper des contraintes de la religion, de la politique et aussi de la morale. Je le sens mal. S'extirper de la religion, c'est évident. S'extirper de la politique et de la morale, tout dépend si on parle de la politique dans le sens les institutions politiques, oui, il vaut mieux. Mais de la morale, tout dépend de quoi dire par morale. En tout cas, non, je pense que ça ne peut pas s'extirper de la morale dans le sens, en tout cas, il y a forcément des prémices morales derrière. Bon, on en revient sur la question vaccin, tout ça, bon, je pense qu'on a déjà dit. Et à vrai dire, ça va même à l'encontre des principes mêmes énoncés par Max Weber, qui est l'un des fondateurs de la sociologie. À savoir, l'obligation pour l'enseignant-chercheur de suspendre l'expression de tout jugement de valeur morale ou politique dans le cadre de l'exercice de sa mission professionnelle. Je suis pas d'accord avec ça. S'abstenir de jugement, c'est le rôle même du chercheur. On comprend donc bien que le militantisme est assez difficilement compatible avec ça. Quelqu'un qui n'est pas capable de comprendre la différence entre connaissance scientifique et idéologie n'a en fait littéralement rien à faire dans une université. Le rôle de l'enseignant-chercheur à l'université, c'est de dispenser un savoir. Et la neutralité est pour lui un devoir. Que les enseignants aient des convictions, c'est tout à fait normal. Mais ce que dénonce Nathalie Heinick, c'est ce qu'elle appelle la confusion des arènes. Là, il y a une association un peu claquée entre... il part du principe qu'à partir du moment où tu as des objectifs militants, dans le sens où, oui, tu as des prémices prescriptives, en plus de ton analyse du monde, alors tu ne peux pas avoir une analyse objective, quand je dis objective, l'objectivité totale n'est pas possible, mais on s'entend, du monde, alors que... Enfin, faudrait montrer que c'est systématiquement lié, en fait. Et ça me semble assez improbable que ce soit nécessairement lié. Justement, c'est tout le travail de la recherche, de mettre à distance... d'objectiver les choses, quoi. Et en plus, dans les faits, c'est même pas le cas. Je veux dire, par exemple, moi, je me rappelle, on a fait de l'éducation civique au collège, au lycée, tout ça. C'est politique, en fait. Quand on nous dit que la démocratie, c'est une bonne chose et que du coup, il faut qu'on apprenne à vivre en démocratie, c'est politique. Il y a un engagement politique derrière. C'est pas juste c'est pas neutre, en fait. Il y a pas une description du monde. Il y a une prémisse
prescriptive. Et donc, et je pense pas en plus qu'il serait opposé à ça. Je pense qu'il est d'accord pour dire que pour enseigner à l'école que, je sais pas, le racisme c'est pas bien, ou pour enseigner que il faut faire preuve de bienveillance, ou qu'il faut être en démocratie, etc., etc. Et ça, souvent en plus, les gens disent que c'est le rôle de l'école. Enfin bref. Du coup, il y a vraiment... on en parlait tout à l'heure avec Yoann, il y a vraiment le truc de l'injonction paradoxale. Allez, admettons, on pourrait dire, on veut que tout le monde soit neutre, du coup, les gens distribuent juste un savoir qui n'est pas du tout politisé, ok. C'est-à-dire qu'il n'empêche quand on fait un constat factuel sur ce qu'est le racisme, sur ce qu'est le sexisme ou quoi, on peut très bien le faire de manière... ça n'empêche pas d'en parler, en fait. Ouais. Genre moi, par exemple, si on prend les vidéos je pense que beaucoup de mes vidéos, notamment les vidéos sur le sexisme, genre c'est juste complètement factuel. Je pense que même quelqu'un qui s'en foutrait, théoriquement, quelqu'un qui s'en foutrait du sexisme, pourrait être d'accord, même si dans les faits, non, les sexistes n'assument pas, n'acceptent pas le constat, quoi. Il y a juste des choses factuelles, et après je dis bien, par exemple, si vous voulez du coup éviter de faire souffrir les gens ou quoi, et prenez ça en compte, mais en soi, si je distingue bien ça, et le côté factuel, il est juste... il est là, indépendamment de nos opinions, non pas de nos opinions, mais de nos prémices prescriptives, effectivement normatives, ouais, de nos préférences morales ou quoi. Voilà. Et après, est-ce qu'on veut vraiment qu'il y ait pas du tout d'engagement à l'école ou quoi ? Je pense que c'est faux. Enfin, je pense qu'effectivement, comme tu dis, on attend, par exemple, le racisme, on considère bien que un prof ne peut pas, doit bien, c'est-à-dire que s'il y a un comportement raciste ou quoi, il faut le punir. C'est-à-dire que le prof devra s'opposer à ça. Donc le prof devra être antiraciste. Il ne peut pas laisser passer ça. Donc effectivement, on attend des individus qui sont engagés en fait. Et par exemple, si, je sais pas, on préfère la même question avec la santé. L'éducation sexuelle. Ouais, mais je trouve le racisme, c'est quand même un exemple intéressant parce que du coup, lui va reprocher peut-être aux gens au milieu sociologie d'être peut-être antiracistes, alors que je pense dans la population, tout le monde considère que c'est un acquis de ne pas être raciste. Que c'est pas juste une opinion, c'est pas juste les gens vont dire des phrases genre c'est pas une opinion, quoi, c'est un délit. Enfin, cette formulation, moi je trouve un peu des fois confusante parce que bref, on pourrait transporter d'autres trucs. Ouais. Oui, c'est les deux, effectivement. C'est un délit, c'est juste un truc complètement descriptif. Mais encore une fois, c'est pas reconnu. Par exemple, l'opposition des profs au racisme le plus explicite, on va dire, parce qu'on passera sur les cas de racisme, c'est pas quotidien, mais le racisme banalisé, quoi. Mais en tout cas, dans les cas de racisme les plus explicites, on attend des profs qui s'opposent à ça, mais c'est pas reconnu, encore une fois, comme du militantisme, parce que ça s'inscrit dans le statu quo. Et c'est exactement la même chose que quand, par exemple, on va pas reprocher à un mec de s'intéresser... Enfin, on va pas lui dire « t'es biaisé quand tu t'intéresses au sexisme », alors qu'en fait, il a aussi une position dans le système sexiste et en fait, il sera biaisé. Il sera pas biaisé dans le même sens, mais il sera biaisé. Mais du coup, ouais, tout ça, ce que je veux dire, c'est que c'est pas reconnu comme tel et que c'est pour ça que c'est pas accusé de militantisme, tout simplement parce qu'on le comprend pas comme tel. Comme dit Kat, effectivement, transmettre les valeurs de République et favoriser le vivre ensemble. L'émission des profs B, c'est complètement politique, ça. Oui. Ouais. Et je voudrais prendre un exemple. Alors, si jamais ils pensent vraiment qu'un prof doit être pas du tout politisé, allez, on pourrait aller jusque-là. Pourquoi ? Est-ce qu'il considère qu'un prof d'histoire, par exemple, qui parle de la Seconde Guerre mondiale, est-ce qu'il doit te dire, en soi, est-ce qu'il te considère problématique que si on dit, bon, ben voilà, d'un point de vue actuel, voilà ce qu'ont fait les nazis, et du coup, il doit pas faire jugement de valeur. Du coup, est-ce que pour lui, ce serait un problème de dire, c'était quand même, je sais pas, rien que de faire un petit commentaire, j'allais dire c'est horrible, un peu violent. mais même, bon, c'était pas très sympa. Ça, on pouvait être chambre à gaz, c'était pas très cool, quoi, quand même. Non, évidemment, non, je pense que beaucoup de gens diraient c'était quand même horrible. On parle bien de crimes contre l'humanité, il y a quand même un vocabulaire qui est chargé. Je sais pas, est-ce qu'il voudrait annuler ça ? Et en fait, pour moi, sa position, elle serait peut-être cohérente s'il voudrait vraiment, ok, on fait plus de position, on est purement descriptif et c'est pas bien ou mal. Si ça se trouve, bon, Hitler, il a fait ça, ok. Mais ça n'empêcherait. Et apolitique. Oui, c'est neutre, ok, c'est purement neutre, mais on pourrait très bien, même en allant jusque-là, ça n'empêche pas de parler du sujet avec nos convictions. Ok, on ne les transmet pas, mais on peut quand même étudier le sujet de manière claire. C'était pas très feng shui. Je trouve que c'était pas très feng shui. C'est quoi ta show ? C'est un camp de... Je sais plus si c'est de concentration ou d'extermination. Mais c'était un camp. Ah oui, d'accord, je suis aussi type. Plutôt contre. J'allais ajouter, en fait, même dans ce cas-là, ce serait pas neutre, en fait, parce que le programme, il est choisi. Et c'est aussi une conséquence... En fait, on pourrait remonter aussi loin qu'on veut, mais... Le modèle scolaire n'est pas neutre, le choix du programme n'est pas neutre. En fait, tout est politique. Il faut arrêter de s'enfoncer dans ce truc de je veux être absolument neutre. Ce n'est pas possible. Même le choix d'une vidéo les élèves aussi, en face sont pas neutres. Même en étant objectif sur le sujet qu'on traite, on n'est pas forcément neutre. L'arène de la connaissance est celle de l'action politique. Profiter de l'amphithéâtre ou de la salle de cours pour faire sa propagande, ça devrait être sévèrement puni. Il y a un mot chargé, la propagande. Donc est-ce que pour lui, est-ce qu'un prof qui dit que le nazisme c'est pas cool, c'est de la propagande ? À partir de quand c'est de la propagande ? Moi j'ai l'impression que ça, je l'avais dit, si vous voulez voir mes vidéos sur la métaéthique,
Donc je le disais dans la toute, donc si vous voulez voir la toute première, celle qui s'appelle La morale est-elle objective, qui est la plus simple à suivre, je pense. Et je disais, en fait, pour moi, j'ai l'impression que quand les gens disent un peu par rapport à ce truc de neutralité, il y a un peu un lien avec la fenêtre d'Overton. Je sais pas si vous voyez ce que c'est la fenêtre d'Overton en sociologie. C'est un peu ce qui est acceptable de débattre dans le débat public. Et en fait, pour tous les trucs où c'est pas consensuel, genre tous les, je sais pas, n'importe quel sujet de société où les gens. Non, je vais peut-être commencer à l'inverse, ça sera peut-être plus clair. Pour un truc où une position intenable, genre Par défendre le exemple, nazisme, ouais. défendre des trucs complètement hardcore, bon, on pourrait trouver plein d'exemples de trucs hyper hard, les gens trouveraient pas ça politisé parce que ça, vu que c'est consensuel, que tout le monde est contre, c'est une opinion, mais je sais pas, c'est pas engagé d'être contre, c'est juste une évidence. Du coup, les gens vont pas percevoir ça comme de la propagande que d'avoir cette opinion. Alors que dès que c'est un truc qui est un peu plus. Hors de la fenêtre. Oui, hors de la fenêtre. Non, dans la fenêtre, du coup, un truc qui est plus débattable dans le débat public. Donc, c'est complètement, évidemment, contextuel, un contexte historique et culturel, quoi. Et dans ce contexte, du coup, là, l'opinion divergente, on va considérer qu'elle est engagée, du coup. Il y a quelqu'un qui a dit tant qu'il est d'accord, c'est de la neutralité, s'il est pas d'accord, c'est de la propagande. Je suis d'accord avec cette analyse. Oui, en vrai, il y a souvent ça. Il est intéressant ici, et que les militants les plus extrémistes ne parviennent pas à comprendre, au point de parler de Natalia Hennig comme d'une figure d'extrême droite, c'est qu'elle partage beaucoup de convictions avec ses militants. Ce qu'elle dénonce, c'est simplement que la recherche doit savoir s'affranchir de tout filtre, qu'il soit politique ou moral, parce qu'il y a une trahison là-dedans. Les enseignants. Le problème, C'est pas possible en plus. Il faut juste limiter les biais. Enfin, Oui. moi, j'ai un souci avec sa formulation parce que suivant comment il faudrait le dire, je sais pas si je pourrais être d'accord. En fait, Oui, moi aussi. il faut faire attention effectivement à ce que nos idéologies ne nous amènent pas à nous biaiser, à avoir un jugement faux sur la réalité. Et il ne faut pas que mon côté anti telle oppression fasse que je vais peut-être, j'imagine qu'il pourrait avoir le biais dans ce sens-là, que je sais pas, une personne féministe verrait trop de soucis dans l'oppression des hommes. Et oui, il y a des biais, mais ça c'est pas un scoop, quoi. Oui. Et, je pense que la plupart des chercheurs feront attention à Bah limiter non, les ils biais. sont censés être formés à ça. Effectivement, il y a C'est- sûrement, évidemment, que dans tous les chercheurs, il y en a qui font pas assez attention aux biais, il y en a qui sont possible qu'il y ait des chercheurs dogmatiques, même dans leur champ, c'est possible. Les chercheurs sont payés par nos impôts pour transmettre un savoir et rien d'autre. Et elle va assez loin puisque pour elle, utiliser un tel privilège à d'autres fins, ça pourrait carrément s'apparenter à du détournement de fonds publics. J'ai l'impression qu'on a déjà tout dit là-dessus. Est-ce qu'il attend vraiment des chercheurs qui soient totalement neutres? Et est-ce que les chercheurs, surtout que C'est pas faudrait montrer possible. que... Les sujets de Mais déjà, recherche. je veux dire, je vois mal comment on peut critiquer. Il faudrait montrer, est-ce qu'ils sont vraiment pas objectifs dans leur travail? Est-ce que le militant antiraciste, le chercheur qui travaille sur, du coup, qui est militant mais qui travaille là-dessus, si son travail est objectif, il faudrait qu'il démontre que ce chercheur-là n'est pas objectif. Sinon, le chercheur qui donne son analyse objective et qui en conclut que regardez, il y a quand même du racisme dans la société, on est un peu aveugle là-dessus, on n'en parle jamais, on croit qu'il n'y a plus de racisme, mais regardez, en fait, il y a ça comme racisme, je le montre objectivement. Oui, il a une démarche militante, pourtant ce qu'il montre, c'est totalement vrai. Est-ce qu'il a un problème avec ça? Accumuler la posture du chercheur qui étudie les phénomènes avec celle de l'acteur qui tente d'agir sur eux, on ne fait que de la recherche au rabais et de la politique de campus. Pour beaucoup de sociologues, la sociologie ne doit pas se contenter de comprendre le monde, elle doit également participer à le transformer. Et c'est quelque chose qui va totalement à l'encontre de la démarche scientifique. Pour Natalia Hennig, Wow. En fait, je trouve ça fou parce que son texte, on voit qu'il est écrit, quoi. C'est qu'il a pris le temps d'écrire ce texte et il pensait qu'il était bon, son texte. pour beaucoup de sociologues, la sociologie ne doit pas se contenter de comprendre le monde, elle doit également participer à le transformer. Et c'est quelque chose qui va totalement à l'encontre de la démarche scientifique. Est-ce que tu dirais la même chose pour les recherches sur les médicaments? Genre les gens qui font des recherches sur les médicaments, par exemple, qui font des recherches sur les soins qu'on peut mettre en place contre le VIH, ils ont le but, à la fin, de faire que moins de gens meurent du VIH ou que les gens puissent vivre plus longtemps avec le VIH. Enfin bref, Bah oui, ils ont pour but de lutter contre le VIH, a priori. c'est absurde. Est-ce qu'on va leur reprocher leur manque de neutralité? Enfin, Surtout que dans les questions sociologiques, tu peux avoir juste une compréhension du monde qui n'a aucune implication politique, mais il faut se demander pourquoi on fait la recherche. Alors, on peut faire la recherche par pure curiosité scientifique, hein, mais souvent c'est bien qu'on C'est en vrai. attend quelque part. Je veux dire, quand tu fais des financements, surtout quand c'est financé public. Ouais, voilà, tu fais j'allais des dire ça. financements publics, alors il y a de la finance publique, il y a des financements publics qui servent à financer de la recherche qui est purement De curiosité. de curiosité, on peut dire ça. Mais souvent, quand il y a un projet, typiquement la médecine, ça sert à quoi? La recherche en médecine, il n'y a que de l'implication pratique. Non, en vrai, il y a aussi de la médecine. Enfin, tu peux faire aussi des recherches juste. Bon, Fondamentales. non, en vrai, mais même les recherches fondamentales, à terme, c'est pour trouver des trucs. Oui, donc j'ai rien dit. utilité à long terme. Je veux dire, après, on peut faire un truc purement descriptif, mais le truc, c'est que en sociologie notamment, ou en sociologie ou même en sciences sociales en général, oui, tu vas avoir l'étape où tu peux juste décrire le monde. Mais tu peux avoir aussi des questions qui sont comment changer le monde. Tu peux avoir effectivement, je fais une description factuelle du racisme,
ok, purement factuel, ça n'a pas de conséquences en soi, mais tu peux avoir aussi une analyse de comment on fait pour lutter contre le racisme, comment on fait pour diminuer nos pressions, comment on fait pour diminuer les comportements discriminants, mais ça c'est des questions qui sont tout à fait légitimes, que tu peux y répondre de manière objective. Ben, pourtant, elles sont bien engagées, il y a bien une volonté derrière ça, quoi. Parce qu'on pourrait très bien avoir une question inverse, qui serait tout aussi chargée. Comment on fait pour augmenter le racisme? C'est vrai que peut-être qu'il n'y a pas assez de racisme. Je pourrais analyser le monde de manière très factuelle. Voilà comment il est raciste, voilà comment on peut l'augmenter. En fait, il est en train de faire ce qu'il reproche. Il avance une version de la réalité de façon militante anti-woke, en prétendant partager un savoir sans faire la démonstration que la qualité des études est salie par les biais et manipulations des chercheurs. Ben oui, on attend les exemples. Ouais. La science, quand elle fait de la physique et chimie, et que ça se finit avec la création de nouveaux matériaux, c'est plus de la science parce qu'on intervient sur le monde. Bonne remarque, oui, effectivement. En plus, t'imagines si t'étais parti du principe que tu voulais créer un nouveau matériau? Trop militant comme recherche. Pour Nathalie Heinick, ce n'est pas aux chercheurs de dire comment le monde doit être. Ça, c'est le rôle du citoyen. Le rôle du chercheur, c'est de dire comment est le monde. Ça me fait penser le GIEC, genre, on entend quoi du GIEC? Il y a bien des trucs prescriptifs dans le rapport. Enfin, après, tu peux le tourner de manière à dire si on fait ça, voilà ce que ça va impliquer. Oui, mais c'est le fait. GIEC, le GIEC, par exemple. Mais c'est quand même politique. Effectivement, surtout le GIEC qu'il montre les résultats qui vont dans le sens d'une diminution. Le GIEC, je trouve qu'il est, en plus, pour le coup, il est bien foutu. Il n'est pas dans le sens, il faut faire ça. Effectivement, il prend en compte qu'il y a plusieurs scénarios politiques, en fonction de ce qu'on veut ou quoi. Il dit si vous voulez ça, il y a ça comme possibilité, il y a tel levier d'action, tout ça. Ben, c'est bien engagé derrière. Oui. C'est pas parce que. Je sais pas si lui, il ferait cette différence de. Ça peut être engagé tout en étant nuancé sans imposer un truc. Genre... En fait, tu peux le formuler de façon totalement descriptive, mais ça n'empêche pas qu'il y a un but politique derrière. Ouais. Genre de dire par exemple, je sais pas, si on rend la langue plus inclusive, alors ça va permettre aux femmes d'être plus représentées, aux femmes et aux minorités de genre d'être plus représentées. On dit pas il faut rendre la langue plus inclusive, mais juste si on le fait, voilà ce que ça va donner. Et ensuite, si on a envie. Si on veut un monde où il y a moins de sexisme, où les gens sont plus inclus, enfin où les gens souffrent moins tout simplement, alors oui, c'est logique et cohérent de faire ça, quoi. Ouais. Je trouve j'aurais dû prendre cet exemple tout à l'heure quand je faisais des parallèles entre la médecine, le racisme et tout. Je trouve le climat c'est un assez bon exemple quand même parce que c'est évident que c'est politique et je pense que les gens se rendraient bien compte à quel point c'est évidemment factuel. Évidemment, si tu dis factuellement, si tu utilises telle énergie, si tu brûles, je sais pas, si tu utilises du pétrole comme ci, comme ça, si tu fais telle infrastructure, ça a telle conséquence environnementale, si tu changes ça, ça peut diminuer les gaz à effet de serre. C'est purement descriptif. Et c'est quand même engagé que de donner des pistes pour comment réduire les gaz à effet de serre. Et le rapport du GIEC, il ne donne pas les solutions de comment optimiser les gaz à effet de serre pour en faire le plus, faire le plus de gaz à effet de serre possible, comment transformer la planète en planète étue. Voilà les solutions. Ils n'ont pas fait ça. C'est pas ça dans le scénario. Ils ne cherchent pas à faire le pire. Parce qu'il y a quand même un commentaire, ça va. Lequel, le dernier? Oui. Ah, voilà un exemple de vrai scientifique. Ça fait un demi-siècle que les experts du GIEC tirent la sonnette d'alarme et crient à plein poumon leurs conclusions, mais tout le monde s'en fout et ils n'influent pas sur le monde. Ce sont donc des vrais scientifiques. C'est mi-triste, mi-drôle. Oh, putain, non, c'est pour ça qu'il est drôle aussi, parce qu'en fait, il est hyper vrai, en fait. Ouais. C'est tristement drôle. Ouais. Il y a un déni politiquement correct du réel qu'on pourrait résumer ainsi. Ce n'est pas vrai parce que ce n'est pas bien. Les enseignants-chercheurs militants, ou les académo-militants, pour utiliser le terme assez... Ça, c'est la grosse confusion. Ce n'est pas vrai parce que ce n'est pas bien. Non, il y a des choses qui sont vraies ou fausses, il y a des choses qui sont suivant nos valeurs ou suivant ce qui est moral. Bon, c'est une autre question. Il y a des choses qui sont bien ou pas bien. C'est juste deux choses différentes, quoi. Et là, il confond le normatif et le descriptif. Mais bon, je pense qu'il y a Est-ce que c'est pas la 5e vidéo où on voit des gens qui confondent le normatif et le descriptif? Je sais pas, dans les autres vidéos, on l'a pas fait, si. Tu veux un gif? On va faire un gif normatif différent de descriptif. Ces moches, il faut le dire, de Nathalie Heinick, sont payés pour enseigner des connaissances. Et ils utilisent ce droit pour diffuser des convictions. Et donc, plus ils vont loin dans le militantisme, plus ils doivent justifier de la scientificité de leurs propos. Bref, leur discours politique se part de la respectabilité scientifique. Et maintenant, on va voir comment ça se traduit concrètement. La première chose, c'est déjà cette idée qui revient si souvent de devoir donner la parole aux concernés. Le ressenti, le vécu, deviennent les garants de la vérité du discours. Alors, il y a une différence entre donner la parole aux concernés et prendre leurs propos tels quels et donner la parole aux concernés parce qu'ils peuvent nous apprendre des choses sur le monde, mais ça n'empêche pas de les recroiser avec d'autres données. Et c'est même comme ça qu'il faut faire. Quand tu fais de la sociologie, oui, tu fais des entretiens où le ressenti des gens, c'est intéressant. Si tu étudies le racisme, effectivement, savoir comment les gens vivent. Tu peux pas les demander à des blancs. Mais c'est intéressant. Mais non, mais en vrai, oui, c'est vrai, là encore, c'est le vécu subjectif de la personne. C'est aussi intéressant en soi. Si tu prends ce qu'il vient de dire au pied de la lettre, est-ce qu'il veut dire que le vécu intérieur des gens n'a aucun intérêt? Ben non, en fait, c'est aussi une donnée, en fait, de mesurer comment se ressentent les gens, qu'est-ce qu'ils pensent. En psychologie, typiquement, il y a les faits, mais il y a aussi surtout
que pensent les gens des faits. Donc, par exemple, tu peux dire, je sais pas, il y a une question de qu'est-ce que le réchauffement climatique. Si tu dis quelle est l'opinion des gens sur le réchauffement climatique, là on est sur une question psychologique et qui peut être aussi sociologique. En fait, oui, le ressenti des gens, il est intéressant en soi. Et c'est une donnée, quoi. C'est pas évident. L'idée, c'est ce que la personne ressent, c'est sa vérité personnelle, quoi. Mais évidemment que c'est pas parce que les gens noirs disent ça que le racisme, c'est ça. Enfin, je sais pas, qu'est-ce qu'il veut dire, en fait. Je pense que c'est quoi cette confusion? J'ai l'impression qu'il part de l'idée qu'on prend pour argent comptant ce que les gens nous disent et qu'on les prend comme étant une description factuelle du monde, alors que non, c'est juste une donnée en fait. Et évidemment que quand tu fais de la science, tu pars pas avec une seule donnée, genre une personne te dit ça et voilà, c'est bon, t'as ton résultat. Ce serait simple sinon. Et ouais, ça me fait penser aussi souvent le truc de la parole par rapport au... T'avais fait un post là-dessus sur la parole concernée. J'allais dire, ouais, mais justement, moi je dis qu'il faut pas toujours donner, enfin que je suis pas je pense qu'il faut faire attention avec ce truc de la parole au concerné, que c'est pas un truc à appliquer systématiquement et que ça dépend des situations. Enfin bref, allez voir mon post, je pourrais pas l'expliquer comme ça. Je pense que ce que je voudrais dire, c'est par rapport à ce qu'il dit. Donc là, si on prend au pied de la lettre ce qu'il vient de dire, c'est que par exemple, une personne dirait bon ben moi je veux utiliser racisme, donc j'interviewe les personnes noires et hop ça devient la vérité. J'ai l'impression que c'est un truc un peu de ce style qui veut formuler. Alors que quand on est rigoureux, voilà, dans ce que vont faire les chercheurs, c'est recouper les données. Donc le vécu de la personne, il est intéressant en tant que lui-même. C'est-à-dire que si par exemple une personne dit bon ben j'ai vécu ça, effectivement une personne qui connaît pas sa situation et qui arrive en disant je sais pas, j'ai aucune preuve, si ça se trouve c'est faux ou si ça se trouve tu mens, si ça se trouve tu ne subis pas de racisme au quotidien. Bon, effectivement, le vécu de la personne, il a quand même une certaine valeur. Après, il n'y a pas que ça qui pèse. Et par exemple, pour faire une analyse, il y a le ressenti de la personne. La personne est, on va dire, elle est bien placée pour parler de ce qu'elle ressent, en tout cas, ou de ce qu'elle peut vivre. Et évidemment qu'elle peut se tromper sur ce qu'elle vit, évidemment. Mais en tout cas, elle a quand même une certaine connaissance là-dessus. Mais sur une analyse de la structure ou quoi, non, elle n'a pas forcément... Et genre, une femme peut très bien avoir une analyse complètement pétée du sexisme. D'ailleurs, il y a des femmes qui sont féministes et il y a des femmes qui sont sexistes. Donc, voilà, par exemple, tu vois, il y a Thaïs Descuffon, elle parle beaucoup de questions autour des trucs hommes-femmes, elle parle de sexisme du coup, mais de manière complètement éclatée. Pourtant, c'est une femme, donc non, évidemment que l'idée, c'est pas juste de dire la parole aux concernés, ça dépend pour dire quoi. Personne ne fait... Ça, c'est vraiment un gros homme de paille qui dit... Mais si c'est vraiment la chercheuse en question qui cite, si elle dit vraiment ça, donc il dit, elle connaît la sociologie, pour qu'elle dise ça, c'est hyper étrange. Oui. Genre, est-ce qu'elle a parlé de ces questions avec ses collègues un peu ? Enfin, bon. Oui, c'est juste des données qualitatives pour comprendre une situation sociale, quoi. C'est rien de plus, rien de moins, quoi. C'est pas... Mais en plus, c'est vrai que ce que dit Stop Cruauté Animale, que les concernés, la parole est un peu donnée leur vécu, mais qu'elle ne peut pas donner de solution pour systémique. Bon, si on cherche des solutions, c'est bien qu'on est sur quelque chose de politique, mais moi je trouve le bon exemple, c'est aussi l'animalisme. C'est bien des humains qui font l'analyse du spécisme et comment le combattre, et pas besoin de... Il n'y a pas que les concernés qui peuvent analyser le truc, quoi. Par exemple, si un médecin qui est un cis-mec parle d'endométriose, s'il est compétent sur le sujet, a priori, il a plus de connaissances que moi là-dessus, même si, je vis pas d'endométriose, mais même si je vivais de l'endométriose, il aurait plus des connaissances que moi sur certains aspects. Oui. Par contre, il serait pas capable, par exemple, il pourrait pas estimer la douleur que c'est, ou à quel point ça peut être... typiquement, pour savoir à quel point c'est handicapant d'avoir de l'endométriose au quotidien, faut demander aux personnes qui vivent avec de l'endométriose, faut pas demander aux médecins qui sont compétents sur l'endométriose. Par contre, pour demander, je sais pas, quelles sont les solutions face à l'endométriose, on va plutôt demander aux médecins. En fait, ça nous donne des informations qui sont différentes, c'est tout. Mais je pense qu'il faut différencier aussi la question des fois de la légitimité, ou le fait que... Des fois, on peut dire, pour parler de sexisme, je sais pas si, imaginons, tu dois inviter quelqu'un dans un certain contexte, ça sera peut-être un peu mieux vu d'inviter... Il y a aussi les questions de représentation et tout. C'est peut-être mieux d'inviter une femme ou quoi. Ça peut être mieux d'interviewer des personnes, évidemment qu'il faut que les personnes soient compétentes, c'est principal, mais aussi, tant qu'à faire, si tu peux éviter d'inviter que des mecs blancs pour représenter ou quoi, bon, il peut avoir des bénéfices. Ça veut pas dire que la parole d'un mec blanc qui, je sais pas, n'a aucune valeur sur le sujet. Il peut avoir une analyse pertinente du sexisme, en fait. Ce que la personne dit est valide, c'est valide, quoi. Mon post sur la parole non concernée, je différencie, je sais même plus comment je les appelais parce que je crois que c'est pas les termes officiels, mais je différencie la connaissance qu'on peut avoir soi-même et la connaissance... c'est la connaissance c'est la connaissance empirique et la connaissance théorique. En gros, quand tu vis une situation, tu peux avoir une connaissance empirique de la situation. Par contre, quand tu ne vis pas une situation, tu peux en avoir qu'une compréhension théorique. Et l'idéal, évidemment, c'est d'en avoir... Enfin, l'idéal. En tout cas, typiquement pour les interventions, je pense que c'est pas mal d'avoir une personne qui a à la fois une compréhension empirique et une compréhension théorique. C'est là où ce sera probablement le plus riche et le plus intéressant. Mais ne pas avoir de compréhension empirique n'empêche pas
d'analyser les choses. Et c'est vraiment absurde. Et on a du mal à se dire que l'université a pu tomber si bas. Heineck note d'ailleurs que la mention autobiographie est de plus en plus présente dans les travaux de recherche. Il n'y a rien de plus éloigné de la neutralité scientifique que la subjectivité. Il faudrait être lesbienne pour parler de l'homosexualité féminine, noire pour traduire une poétesse américaine et arabe pour étudier le racisme. Non, personne dit ça. Enfin, personne. Je veux bien admettre qu'il y en a certains qui le disent. En tout cas, Mais je suis pas attends, d'accord. Rien de plus éloigné de la neutralité scientifique Ça, que le la truc de subjectivité. l'autobiographie, Il faut Mais la subjectivité des gens, c'est un objet d'étude en soi. Et tu dois l'intégrer. Genre, le vécu des personnes racisées par rapport au racisme, c'est un truc intéressant quand tu étudies le racisme. Et tu peux être un petit peu, justement, tu peux même être une personne blanche qui étudie le racisme. Une personne blanche est légitime à étudier le racisme, des mecs sont légitimes à étudier le sexisme. Et tu peux aussi, du coup, interviewer des personnes concernées de manière rigoureuse, évidemment, dans ton étude. Et le truc de tout à fait l'autobiographie, compatible. là, je trouve pas que ça... En fait, ça dépend qu'est-ce qu'on en fait de cette autobiographie. Encore une fois, c'est juste un témoignage de personne qui vit les choses à la première personne, de, je sais pas, qu'est-ce que ça fait d'être une personne racisée dans un monde raciste, qu'est-ce que ça fait d'être une personne sexisée dans un monde sexiste. C'est juste, voilà, une autobiographie, enfin un témoignage du vécu d'une situation à la première personne. Et c'est une donnée parmi d'autres. Et j'ai l'impression que là, il sous-entend à demi-mot que si on a ça, c'est que les personnes, à partir de leur propre expérience, et à partir de cette expérience seule, vont définir quel est l'état du monde, vont analyser le monde. Et évidemment que ça, c'est complètement... Enfin, d'un point de vue méthodologique, c'est absurde. Tu peux pas partir d'un cas pour dire voilà comment est le monde. C'est une montée en généralité qui est beaucoup trop importante sur des données qui sont pas suffisantes, quoi, tout simplement. Mais par contre, c'est bien une donnée que tu peux recroiser avec d'autres. C'est une donnée qui est... voilà, c'est une donnée, quoi, tout simplement. faudrait être lesbienne pour parler de l'homosexualité féminine, noire pour traduire une poétesse américaine et arabe pour étudier le racisme. Mais pas du tout, quoi. Ouais. Le militantisme académique va donc souvent contourner les règles et faire semblant d'être scientifique. Ces chercheurs ne font plus de recherche. Ils partent d'une conclusion, leur conviction, et brodent un chemin pour parvenir à cette conclusion. Là, moi, je serais d'accord avec lui pour dire que ça, c'est problématique. Et c'est ça, en fait, le problème. C'est pas le fait qu'il y ait du militantisme, du politique, etc., etc. De toute façon, il y en a toujours. Par contre, c'est quand la méthodologie, en fait, quand ça impacte la méthodologie, effectivement. Je trouve très drôle le commentaire. C'est pour ça que Dupond-Moretti est un très bon est un bon garde des Sceaux. Il connaît bien la justice, côté avocat comme délinquant. J'avoue, c'est très drôle. En fait, effectivement, peut-être qu'il y a des gens qui ont ce discours-là, qui sont problématiques, qui ont une approche dogmatique, certains militants, mais le problème dans cette vidéo, c'est qu'ils rattachent Il y en a ça. même qui sont pas limités aux militants, d'ailleurs. Ouais. Mais le problème de sa vidéo, c'est qu'il rattache ça au fait d'avoir une approche militante en général. Et ça, c'est hyper fallacieux. Mais sinon, sûrement qu'il y a des chercheurs qui ont des approches pas terribles. Mais ça, il y en a sûrement à gauche comme à droite, quoi. J'ai l'impression que là, il parle du problème. Il dit, quand on a, je sais pas, des intentions politiques, des intentions militantes, etc., etc., alors on ne respecte pas la méthode scientifique et on fait du raisonnement motivé. C'est ça qu'il dit. Et au lieu d'en déduire qu'il faut arrêter de faire du raisonnement motivé, il en déduit qu'il faut supprimer le militantisme du monde universitaire. Oui, bah oui, effectivement. Et cette conclusion, elle est toujours illustrée avec des exemples ad hoc. C'est une perversion de la méthode scientifique. On se débarrasse de tout ce qui pourrait nuire au message que l'on veut transmettre. Le but de ces enquêtes n'est pas de découvrir, mais de confirmer par illustration. C'est une parodie de démarche scientifique. En mars 2021, pendant le débat sur l'islamo-gauchisme, Le Monde citait une étude dans le but de prouver que l'utilisation des termes décolonial, intersectionnalité, racisé était très peu utilisée dans les moteurs de recherche universitaires, à hauteur de 0,01%. Heineck est allé vérifier, en ajoutant quelques mots, genre, féminin, islamophobie, et en prenant en compte plus de sources, comme les titres de séminaires, etc. Son constat est radicalement différent de celui du Monde. Ces termes constituent plus de la moitié de l'ensemble du corpus ainsi élargi. C'est trop! Alors on peut se demander pourquoi. Là, il faudrait voir le plus en détail parce que à quel point elle a rajouté des termes. Oui, si tu commences à rajouter des termes qui sont relatifs finalement à une grosse part de la recherche, surtout que genre, ça va devenir un peu évident. Oui, genre, surtout le genre, en vrai, le genre, on en parle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait partie du trio en gros des trucs qui sont systématiquement utilisés en sociologie. Selon eux, c'est une mauvaise chose peut-être. Surtout que le terme genre, c'est vrai que même dans des études qui parlent pas du genre en général, genre je sais pas, moi, dans les études de psycho oui, mais dans les études de psycho-cognition, souvent le genre ça va être mentionné. Donc tout dépend. Il faudrait voir exactement qu'est-ce qu'elle veut dire par là, à quel point c'est vraiment utilisé. Il faudrait voir la méthodologie derrière. Et vu pour les gens pas très rigoureux, il faut toujours bien se méfier de leur méthodologie avant de checker. Après, est-ce que le monde à sous-estimer le chiffre, peut-être, j'en sais rien, tout dépend, je connais pas, je vois ce qu'il veut dire, mais 0,01 c'est très faible, surtout si tu prends ça, mais... Peut-être qu'ils ont fait, peut-être qu'ils avaient une mauvaise méthodologie aussi, mais bon... Non, après ici c'est une étude, hein. C'est pas Le Monde qui a fait la recherche. Oui, pardon. Pourquoi les soi-disant experts mentent?
Est-ce que c'est un choix stratégique ou est-ce que ce n'est que de l'incompétence? Récemment, par exemple, un historien canadien, Christopher Dummitt, a avoué avoir truqué ses données. C'est pas bien, il fallait pas le faire. Il dira par la suite, tant que nous n'aurons pas d'études divergentes en matière de sexualité et de genre, tant que l'expertise par les pairs ne sera rien d'autre qu'une forme de repérage interne au groupe, l'on est en droit d'être très sceptique quant à ce qui est qualifié d'expertise sur la construction sociale du sexe et du genre. Bah, là, on pourrait être d'accord. En fait, c'est Oui. évident. Si jamais la relecture par les pairs et tout est pas bien faite. Après, il y a des critiques aussi sur le système même de relecture par les pairs. Moi, je m'y connais pas assez bien là-dedans, mais je sais qu'il y a des critiques qui existent et qu'il y a des problèmes de méthodologie dans la recherche et que, enfin, en tout cas, que la méthodologie dans la recherche puisse être améliorée, oui. Enfin, moi, je vais pas être en désaccord avec lui là-dessus. Mais encore une fois, le fait d'en déduire qu'il faut supprimer le militantisme de la recherche, je suis absolument pas d'accord avec cette conclusion. Genre, Oui, bon, on en revient. Enfin, nous, on admet évidemment qu'il y a des trucs à faire progresser dans la recherche, quoi. Et pour revenir, en gros, la critique qu'on fait un peu depuis le début pour les gens qui viennent d'arriver, c'est évidemment qu'il y a des trucs à améliorer dans la recherche, mais lui, ce qu'il dit, en fait, c'est que l'approche militante est problématique en soi dans la recherche, que ça pollue la recherche, quoi. Et bon, on expliquait Voilà. en quoi c'était évident, absurde. Et puis que l'accusation de militantisme est complètement... Enfin, en fait, ça repose sur une illusion de neutralité de la part des gens qui seraient pas militants, c'est-à-dire les gens qui sont dans le statu quo, qui est juste, oui, comme j'ai dit, une illusion de neutralité. En fait, quand on est la norme, pour dire ça comme ça, je sais pas, quand on est un mec cis blanc, pour prendre un exemple typique, quand on est vraiment dans la norme, en fait, on est aussi biaisé par cette position-là. Nécessairement, et c'est juste illusoire de penser qu'on est neutre. Et effectivement, le militantisme dans la recherche, c'est aussi un entrisme qui va à l'encontre de toute éthique, mais surtout qui décrédibilise tout ce que ces chercheurs font. Les chercheurs À l'encontre de toute éthique. Attends, mais là, il a son propre jugement. Ça dépend de. C'est selon sa perspective où il faut une neutralité à tout prix. Mais si on pourrait très bien avoir une autre perspective où le but d'avoir des connaissances sur le monde, c'est quand même d'améliorer le monde. Et bon, ça serait une autre question. Si jamais lui, il pense que du coup, ce qui est bon, c'est de transmettre que des informations purement factuelles et de surtout pas avoir de propos engagés. Pourquoi pas, mais de toute manière, ça ne changerait toujours pas le fait que les gens peuvent être objectifs même en étant engagés. chercheurs du CNRS, chargés d'expertiser les candidatures de leurs pairs au concours d'entrée ou aux promotions, sont aux 2/3 élus sur liste syndicale, ce qui encourage le clientélisme beaucoup plus que la qualité scientifique. En clair, il suffit d'être syndiqué pour être expert d'un domaine de recherche. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Des experts qui sont d'ailleurs des hyper spécialistes d'un seul et unique objet. La Sorbonne a par exemple recruté récemment une activiste et militante queer spécialiste de l'espace genré. Ok. En gros, Bon, c'est là, une... Je connais pas le contexte, donc faudrait voir. Parce que Mais en gros, c'est une critique d'être Bah, tout dépend, parce que- spécialiste d'un sujet. Moi, ça me paraît plutôt rassurant quand les gens sont spécialistes d'un sujet et pas de 5000. Ouais. Je trouve ça Parce qu'après, elle est plutôt spécialiste de rassurant. ça. Est-ce que, je sais pas, si ça se trouve, faudrait voir quel bagage elle a cette personne, parce qu'elle a peut-être quand même fait des études. Est-ce qu'elle sort de nulle part? Est-ce qu'elle a aucune étude? Est-ce qu'elle est spécialiste autoproclamée? Ou est-ce que les gens ont reconnu ses compétences parce qu'elle a peut-être fait des travaux intéressants là-dessus? J'en sais rien. En fait. Je dirais pourquoi pas. En fait, donner l'exemple comme ça, pour moi, c'est pas suffisant. Mais peut-être qu'effectivement, il y a une dérive et qu'on a donné, je sais pas, il fait une relecture à une personne qui aurait pas dû. J'en sais rien. Après, si au milieu de plusieurs relectures, genre ton dossier, ton papier, tu le fais relire par d'autres chercheurs et par des militants qui paraissent assez calés, c'est pas déconnant non plus. Là, le militant, il peut avoir aussi une réflexion, un petit truc à redire. Enfin, bon. Dans la sociologie woke, les notions de domination, Sociologie woke. les notions de domination et de pouvoir deviennent les clés de lecture d'absolument tout. Réduire une grille interprétative à un seul paramètre, ou même à 2 ou à 3, le genre, la race, la classe, c'est se condamner à ne voir dans la réalité observée que ce qu'on y a injecté d'entrée de jeu. Bon, ça c'est fallacieux. On peut très bien prendre en compte qu'il y a des structures de domination, de pouvoir, tout ça. Et pourquoi il y a besoin de dire que les gens réduisent à ça? Est-ce que c'est vraiment le cas? Il faudrait m'en démontrer. Est-ce que les woke en question ont vraiment ce truc-là de réduire à ça? Sinon... Parce que là, si c'est ça l'argument, je sais pas, est-ce qu'il s'oppose au fait d'utiliser en soi les principes de domination et tout, ou c'est le fait qu'on se repose trop là-dessus et qu'on oublie d'autres trucs? Si c'est le cas, s'il y a d'autres paramètres qu'on a oubliés, quels sont-ils? Et il faut les donner aussi fait. Bon, bref, il y a trop de trucs à utiliser. En fait, le truc, c'est que des fois, c'est pas très clair. Bon. Mais j'ai un truc que je comprends pas. Il a pas dit tout à l'heure qu'il était... Enfin, j'ai cru comprendre qu'il était opposé au concept d'intersectionnalité, et là il dit qu'il faut pas isoler les paramètres. J'ai l'impression que c'est contradictoire, non? Ou alors c'est peut-être moi qui ai pas compris ce qu'il raconte. Je sais pas. Soit l'inverse de la démarche scientifique. C'est une version appauvrie de la sociologie de Bourdieu, et beaucoup se contentent de cette vision simpliste. De même, l'argument du « c'est socialement construit », qui est quasiment devenu un slogan qui a dépassé les frontières de l'université, est une sorte de formule magique pour absolument tout justifier. C'est une construction sociale. Sauf que voilà, ce que Heineck nous rappelle, c'est que c'est la base de la sociologie de comprendre ça. En tant qu'être humain, J'ai pas bien saisi.
En tout cas, oui, il y a plein de choses qui sont des construits sociaux, ça veut pas dire que ça explique tout le sujet, juste ça explique une partie, quoi. Bon. Nous vivons dans des sociétés et nous héritons de cultures faites de codes qui régissent les rapports des individus entre eux. Oui. Et tout ça, c'est l'évidence même quand on étudie la sociologie. On vit dans une saucisse, hein. Et ça n'a donc rien de révolutionnaire que de dire que tout n'est que construction sociale. La race et le genre sont socialement construits, bon, ok, mais tout, littéralement tout, est socialement construit. Comment l'expérience humaine pourrait-elle ne pas être socialement construite puisqu'elle est faite de représentations plus ou moins partagées, d'institutions, de normes, de lois. Mais Oui. là-dessus, Mais il est d'accord pour dire Oui, que le voilà. genre, c'est socialement construit, du coup. oui. Ok. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est pas juste de s'arrêter à dire c'est socialement construit, c'est d'analyser comment c'est construit. Sinon, oui, ça va pas. C'est comme dire, je sais pas, que le genre influence tel aspect de la société. Ok, c'est quasiment une évidence. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir dans quel sens ça influence, qu'est-ce que ça cause. Enfin, bref, faut pas s'arrêter à juste c'est socialement construit. Au moins autant que de réalité biologique ou physique. Il faut un sérieux déficit d'acculturation aux sciences humaines et sociales pour qu'une telle assertion puisse être autre chose qu'une découverte de la Lune. Tout n'est pas entièrement naturel ou entièrement social. La différence entre les sexes en est un bon exemple. Elle est autant Alors, de manière générale, je suis d'accord que le débat, bon, ça c'est un peu trivial ce qu'il dit, mais peut-être qu'il faut peut-être le rappeler encore, mais le débat le débat ce qu'il y a entre l'inné et l'acquis, évidemment qu'il y a toujours une part biologique, et ensuite il y a le social qui va faire il y a tout le social par-dessus, mais il n'y a pas le social seul. Évidemment qu'un individu, rien que le fait qu'on ait un certain bagage biologique humain, fait qu'on peut être ce qu'on est dans une certaine société, et que si on avait un bagage biologique de chenille, on n'aurait pas pu. Bon, c'est évidemment qu'il y a une interaction entre le biologique et le social, quoi. due à des causes physionomiques que symboliques. Elle est ni entièrement naturelle, ni entièrement sociale. Le plus stupéfiant est l'aveuglement de tant d'académos militants face à la médiocrité de leur production. Ainsi, en dépit des grands airs conceptuels qu'aiment se donner les adeptes des studies à coups de pseudo-concepts tape à l'œil, intersectionnalité, blanchité, racialisation, le résultat est souvent peu concluant, voire consternant. Quoi C'est quoi cette accusation? Ça veut dire quoi En un dépit- pseudo-concept? Ben, un concept pas intéressant, j'imagine. Je sais pas. Des grands airs Quelle base conceptuels Sur quel critère? Pseudo-concept, c'est étrange comme mot, parce qu'un concept, c'est un concept. Après, il peut y avoir Oui. des peut y concepts avoir des nuls ou quoi, concepts mais qui un sont pas concept, c'est un utiles. concept. Ouais. À la limite. qu'aiment se donner les adeptes des studies à coups de pseudo-concepts tape à l'œil, intersectionnalité, blanchité, racialisation, le résultat est souvent peu concluant, voire Bah, faudrait le démontrer. Bah, tous ces mots, je vois pas en quoi fait. Je pense qu'ils sont clairs, ces mots-là, en plus. consternant. Trop Et bien. l'argument Je sais que pas, l'on mais ils retrouve sont très souvent de intéressants. la Enfin, part des je- chercheurs c'est des grilles de lecture. Racialisation. Je sais pas si c'est vraiment intuitif pour tout le monde, mais. C'est pas intuitif, mais Ok. oui, mais non, quand tu découvres le mot, c'est pas clair. Mais si tu te renseignes un peu, pour les gens qui sont renseignés sur le sujet, oui, c'est clair et on voit très bien à quoi ça fait référence. C'est pas comme wokisme ou islamo-gauchisme, ou C'est des termes bien même quand flous, tu lis et que du coup les gens qui en parlent, tu comprends toujours pas ce que c'est. C'est flou et que d'une personne à l'autre, ça c'est pas clair. Alors que là, les mots qu'elle a donnés, bon, bah, quand tu lis des trucs Oui, là-dessus, l'intersectionnalité, c'est très clair. Hein. tu comprends ce que c'est, quoi. La racialisation, ouais, quand tu lis là-dessus, que globalement, tu vois l'idée. Après, peut-être qu'un peut dire que c'est pas intéressant, mais en tout cas, c'est ça au moins, ça désigne quelque chose de concret, quoi. Bon. militants, Il y a des c'est questions. que critiquer l'état du monde à l'université C'est des concepts très basiques en plus, ben oui. Non, mais au-dessus, la personne dont tu parles est universitaire. Oui, la personne qui cite, c'est une chercheuse au CNRS qui est une anti-woke. J'avais déjà C'est écouté une d'autres anti-woke interventions. de gauche. Bon, c'est une personne voilà, qui doit avoir, j'imagine, qu'elle est vers de gauche, mais qui est très réac. Et elle a dû passer sur la télé. Moi, je l'avais entendue dans des débats quelque temps. C'est pour ça que dès que j'ai vu sa tête, je me suis dit, ah oui, bon, ok, je vois, ça va pas voler haut. Donc voilà. Donc oui, c'est une universitaire. Bon, il a dit que c'était une chercheuse de référence en sociologie de l'art. Donc je sais pas si elle est compétente sur son domaine spécifique ou quoi. En tout cas, pour les sujets dont on parle ici, son avis, il est pas très intéressant. ça ne peut pas faire de mal. Or, ce que dit Heineck très justement, c'est que critiquer l'état du monde, c'est ce qu'on fait déjà à longueur de temps sur Internet et que l'université n'a pas à être un espace pour exprimer ses opinions, ses convictions ou ses obsessions. Parce que la science doit se détacher des émotions et des affects, c'est-à-dire faire l'opposé même de ce que font les militants. Se détacher de ça. J'ai l'impression qu'on a déjà débunké tout ça Ouais. dès le début. On a déjà critiqué ça. Bon, je sais pas, on peut synthétiser très rapidement là. Oui, on peut être objectif, effectivement, on peut limiter les biais, mais il y a toujours ces affects ou quoi, ils vont forcément être motivants aussi de pourquoi on fait ces recherches-là. Parce Et puis que le c'est pas sujet grave. t'intéresse. Et puis, mais je crois qu'il a admis lui-même qu'on peut avoir des convictions, ça nous empêche pas de traiter un sujet. Bah oui. C'est juste qu'on les garde pour nous. Il dit genre, ouais, on peut enseigner et juste nos convictions, on les garde. Est-ce qu'il pense que quand on a des convictions, on peut pas faire de recherche? Ou est-ce qu'il pense que juste il faut pas avoir de convictions ou juste qu'il faut arriver à les freiner, à freiner les biais? Parce que si c'est ça, oui, évidemment que, quelles que soient nos convictions, il faut qu'on arrive, pour faire de la recherche objective, il faut qu'on arrive à limiter les biais. Bon, c'est le J'ai principe de la l'impression que recherche. son Quoi. propos, c'est de dire on peut pas être militant, du coup, on peut pas avoir de conviction et faire de la recherche en suivant la méthode scientifique, c'est-à-dire en objectivement les choses. Ce qui, Ouais. un, est faux, Oui, ça c'est faux. et du coup. deux,
même si on admettait que c'était vrai, on devrait en arriver à la conclusion que du coup c'est pas possible de faire de la recherche en fait, parce que Ouais. personne est dépourvu et totalement neutre en fait, tout simplement. En vrai, j'ai l'impression que c'était intéressant au début. Là, je trouve ça, on commence à redire un peu les mêmes choses. Ouais, ça Bon, tourne j'espère un que ça peu va être un peu plus intéressant la suite. Là, j'ai l'impression que ça s'essouffle un peu. On peut aussi ajouter à ça que ces chercheurs militants ne sont ni La réflexion et le doute qui va avec, c'est rarement compatible avec le gros militantisme. Bah, pas forcément, en fait, ça dépend. Tu peux être très engagé sans être dogmatique non plus, quoi. Je pense que toi-même, t'es quand même engagé et sans être dogmatique, quoi. C'est pas ce que tu veux dire par gros militantisme. Gros militantisme, est-ce que tu dis militantisme dans le sens, je défends pas, je sais pas, je défends pas un monde meilleur ou quoi, mais je défends, je sais pas, telle lutte, genre je défends, je suis anti-nucléaire et quelles que soient les données que j'ai en face, je suis anti-nucléaire. Donc, de toute manière, les infos pro ou quoi, je les prendrai pas en compte. Est-ce que c'est dans ce sens-là, est-ce que c'est dans ce sens-là qu'on voit le militantisme politique et ultra cancer par exemple? C'est vrai que le militantisme de parti où du coup on doit défendre notre parti coûte que coûte, même quand les idées sont pourraves, c'est vrai, ça aussi sûr que c'est pas ouf. Les gens sont incapables de remettre le moins de trucs en question. Et justement, j'ai envie de dire, les chercheurs et les chercheuses, c'est censé être le type de population qui remet les trucs en question, quoi. Les chercheurs sont censés censés faire être ça. formés à ça. Si les chercheurs ne font pas ça, effectivement, c'est un problème. Mais je pense que le propos qui est peut-être important à préciser, que lui, où on est en accord avec ce qu'il dit, c'est que ce qu'on dit, c'est effectivement, on peut être biaisé en étant militant, mais surtout, on peut être militant et être rigoureux. En fait, ça n'empêche les deux, l'un n'empêche pas l'autre. Et lui, il s'oppose à ça. Je pense qu'il se trompe là-dessus. ni plus ni moins que des suiveurs qui ne font que répéter en boucle les mêmes problématiques à la mode. La recherche finit donc par être extrêmement standardisée. Or, l'activité de recherche est censée découvrir ce qu'on ignorait plutôt que de rabâcher ce qui est devenu un lieu commun et se donner comme objectif le cumul des connaissances et non pas la transformation du monde. Oui, encore je suis pas trop d'accord que c'est ce qui se passe, mais faudrait le démontrer, quoi, que juste mettre une citation. Bon. C'est fou parce que dans les sciences dures, s'il n'y avait pas eu des gens militants, il n'y aurait pas eu de recherche sur les spécificités biologiques des femmes ou encore des personnes noires. Recherches qui d'ailleurs sont encore trop peu connues, si bien que les médecins font des erreurs de diagnostic. En fait, même typiquement en sociologie, en fait, il y a des domaines entiers d'études qui sont apparus et qui, à la base, viennent des milieux militants, pour dire ça comme ça, vraiment des milieux militants non académiques. Typiquement, les gender studies, ça vient des milieux féministes à la base. Et c'est les milieux féministes, enfin une certaine partie en tout cas du milieu féministe, qui se sont institutionnalisés et qui aujourd'hui sont inscrits académiquement, quoi. La culture chirurgicale coréenne, attends, j'ai loupé des trucs. Ouais, ça parle en gros des codes esthétiques blancs qui sont adoptés par les populations racisées, type genre les meufs noires qui se défrisent les cheveux, qui se blanchissent la peau, etc. Et Ah oui, là, ouais, l'exemple c'est un bon exemple, ça. l'exemple des yeux, de se faire débrider les yeux en Corée. Parce qu'il y a beaucoup de lieux faits pour militer. Les associations, les syndicats, les partis, le Parlement par exemple. Pas besoin d'aller pourrir le monde de la recherche. Mais ce qu'il y a Ouais, c'est vrai. Mais juste la recherche, elle peut servir. On va dire, les militants, ils ont besoin de cette recherche aussi, forcément. Tu as besoin de connaissances juste sur le monde pour le faire avancer. Donc, les gens qui sont dans les facs et tout, c'est aussi des citoyens qui ont des convictions. Donc, après, ils vont faire ces recherches-là, mais sans qu'elles soient dogmatiques, quoi. Je trouve ça ouf qu'ils comprennent pas ça. Il y a de plus abject là-dedans, c'est cette attitude qui consiste à faire croire que le courant woke à l'université est marginal, alors que ces militants exercent une domination et un entrisme encore jamais vu. C'est ce Il faudrait montrer qu'il existe avant même de montrer qu'il est marginal. En fait, tout dépend ce qu'il veut dire par woke encore. Là, la personne que vous regardez pense qu'il peut exister une recherche neutre politiquement. Bah oui, pour lui, c'est ça. Ouais, pour lui, il y a pense. il y a la neutralité, genre, on met les affects de côté, on est scientifique, tu Ou mets alors- les affects de côté. Ou alors, pour être charitable, c'est peut-être ça qu'il qu'il dit. différencie les trucs qui sont politiquement ok et les trucs qui sont militants, sous-entendu, j'imagine, trop politisés, je suppose, parce que souvent, il parle des militants extrêmes et tout. Du coup, peut-être qu'on peut être charitable et distinguer ces deux-là, mais bon, j'ai l'impression que sa critique en fait du militantisme, elle peut s'appliquer aussi à n'importe quel type de politisation et pas uniquement. Ou alors, à moins qu'il parle vraiment du dogmatisme, mais à ce moment-là, ouais, bref, Militant pour lui, c'est juste avec quoi il est pas d'accord. j'ai un peu l'impression que c'est. Bah, faudrait voir avec des positions sur lesquelles il est d'accord pour voir comment il réagit. Ouais. Non, pour lui, j'ai l'impression qu'il qualifie ça un peu de dogmatique. C'est le militant, la vision du militant dans le sens où tu combats pour un projet et que cette vision peut-être dogmatique de même si tu as des infos contradictoires, tu vas pas les prendre en compte. Donc tu as tel projet politique. Du coup, alors que peut-être nous, on a une vision de militantisme où juste par rapport à certaines valeurs morales, ça va influencer forcément les questions que tu veux. Tu as besoin de connaissances vraies pour aller dans la direction que tu veux, mais en fait, ça ne s'oppose pas dans le sens où tu peux avoir justement besoin de connaissances vraies pour faire avancer ta cause. C'est pas censé s'opposer, quoi. Donc lui, il a la vision militante où, quels que soient les... un peu dans le sens, ce qu'on disait plus haut, le militantisme politique, quoi, dans les institutions politiques où tu défends ta cause, t'as vraiment, tu fais ton beurre sur ta lutte anti-truc, et il faut surtout pas qu'on te contredise ou quoi. Je pense qu'il le voit comme ça. paraît de l'aura de la Voilà, marginalité je suis plus avec sûre. la puissance des institutions derrière. Le grand paradoxe de cette sociologie woke, c'est qu'elle encourage au racisme et à la discrimination. À Montpellier, par exemple, a eu lieu un séminaire qui avait pour objectif de démasculiniser les sciences humaines et sociales. Nathalie Heinick nous dit même que certains départements de littérature
travaille à l'éradication des hommes du corpus bibliographique. Et c'est peut-être ça le but, au fond, parce que la sociologie sans Weber dure. Il y a quelqu'un qui demande si on pourrait considérer le militantisme comme un lien d'intérêt qui pourrait biaiser la recherche. J'ai envie de dire Si. oui, C'est un biais, oui. mais en fait, il n'y a pas de raison que ce soit à sens unique, dans le sens où, en fait, même les gens qui se pensent être neutres parce que non militants, typiquement, quand on parle du sexisme, que les femmes fassent de la recherche, on va directement les accuser d'être biaisées parce qu'elles font de la recherche sur le sexisme et que du coup, voilà, elles seraient biaisées par leur position de femme, en fait. Mais on part jamais du principe que les hommes sont biaisés par leur position d'homme quand ils parlent du sexisme, alors que en fait, ils sont aussi inscrits dans le système sexiste et qu'ils ont aussi certains intérêts à défendre, en fait. Oui, en fait, ça c'est un biais auquel il faut faire gaffe, effectivement. D'ailleurs, ça me fait penser, là, en ce moment, vous allez voir sur ma chaîne, il y aura bientôt une vidéo sur les études sur la dissonance relative à la viande, là je l'avais mentionné, et du coup, dans les recherches là-dessus, des fois les chercheurs précisent qu'ils sont végétariens, par exemple, ils disent qu'ils sont des végétariens éthiques, ils formulent comme ça en anglais. Ouais, dans les conflits d'intérêts, ils déclarent... Voilà, ils disent, effectivement, ça peut biaiser la recherche, c'est un truc qu'on prend en compte. Et par contre, les gens qui mangent de la viande ne se décrivent jamais comme des alors que c'est complètement non-végétariens, un biais. alors qu'ils ont aussi un biais, en fait. Ils seras- peuvent avoir tendance à vouloir défendre... Et ça, pour le coup, oui, c'est ce que tu as Et dit, tu on vas pourrait- en parler. Évidemment qu'en psychologie, bon, on peut évidemment étudier la psychologie, en psychologie la question du spécisme de manière factuelle, quoi, sans dire c'est bien ou pas bien, hein, juste c'est là, quoi. Mais ça peut influencer quand même, voilà, les études de psycho qui montrent à quel point on est biaisé sur la question de la viande. Bon, ben j'imagine que quand tu manges toi-même, tu manges de la viande, t'as peut-être pas envie d'amener aux conclusions qui montrent que plus on mange de la viande, plus on ferme les yeux sur la souffrance animale, tout ça. C'est un biais, et le biais il peut être des deux côtés, mais du coup ce qui est important à dire, En c'est fait, c'est que un peu un double le standard. biais il quoi. n'est pas que du côté des personnes concernées, il est aussi du côté, voilà, sur le racisme, quand t'es blanc t'as un biais aussi, quand t'es noir t'as un biais, en fait, tout le monde est biaisé, là on se répète encore, mais c'est le truc du point de vue situé, ce que Lila disait au tout début, quoi. On parle forcément d'un certain point de vue, il y a des sujets où ça peut te peu d'implications, effectivement quand tu parles j'imagine que quand tu fais de la physique quantique, ça a peut-être assez peu d'implications, quitter d'où tu pars, et dès qu'un sujet, les sujets sociologiques, ils ont forcément des implications politiques, donc ce serait étrange d'être 100% neutre, quoi. Keim, Bourdieu ou Lévi-Strauss, eh ben, il en reste plus grand-chose. Et si on fait table rase du passé de la sociologie, on peut bien en faire ce qu'on veut. Heineck nous parle aussi d'une chercheuse féministe. Là, c'est de dire Pourquoi il dit ça qu'ils essayent d'évincer les hommes des références bibliographiques parce qu'on cite trop les hommes. Il y a une différence entre dire, effectivement, je pense que c'est même pas un propos consensuel, mais effectivement, il y a des personnes qui pourraient dire on cite un peu trop les hommes, ce qui est différent de dire il faut plus du tout citer d'hommes. Mais non, ça n'a aucun sens. J'aimerais bien voir qu'il faut qu'il donne des exemples. Est-ce qu'il pourrait donner il n'a pas fait, mais il pourrait donner des exemples de chercheurs ou chercheuses qui seraient woke et qui auraient des propos problématiques. Ils sont où tous ces chercheurs-chercheuses? Il doit bien en avoir. Enfin, j'imagine, si jamais c'est aussi répandu. Ils sont où tous les chercheurs qui ont fait des papiers pourris? Pourquoi ils citent pas des études qui ont été biaisées? Et non, il n'y a pas d'études biaisées parce qu'il n'y a pas d'études tout court. Il faut regarder ses sources, mais il n'y a pas d'études, il n'y a rien dans ses sources. Il y a le livre de cette En personne. vrai, si tu veux, il fait 45 pages, on pourra se le taper. Enfin, moi, je peux me le taper. Les femmes n'ont jamais rien écrit d'important en sociaux. Je pense pas que c'est ça qu'il dit, mais il veut dire qu'il y a beaucoup. Enfin, je t'ai mal compris, mais en tout cas, il y a beaucoup de vieux auteurs qui sont effectivement beaucoup des mecs. Et du coup, il extrapole en disant il faudrait pas du tout les citer, il faudrait mettre ça à la poubelle. Non, il est un peu en mode pas je vous mets face à vos contradictions. Si jamais vous voulez évincer les hommes de la sociologie, en fait, vous vous retrouvez avec plus aucune référence. Bon, bref, il fait un gros homme de paille, quoi. Personne. Bon. Ce qui se plaint qu'on qualifie son enseignement de militant, alors que sa principale activité, c'est... Surtout que bon, niveau obligation, il y a déjà eu des études montrant que dans la recherche, les gars s'autocitent, les femmes citent les hommes, ce qui crée un certain déséquilibre. C'est ce qui a été... Alors, je vais dire ce qui a été dit sur Bourdieu. Moi, j'avoue, je suis pas hyper pointu là-dessus, mais il y a des gens qui disent que Bourdieu, c'est bien ce qu'il a fait de manière générale, même s'il y a évidemment quand même des critiques, mais qu'il ne cite pas assez des gens qui ont déjà dit des trucs qu'il dit, en fait. Il y a déjà des meufs qui l'ont dit avant lui et qu'il n'a pas cité. Et du coup, il y a eu des réponses reproche. de recherche, enfin de chercheuses, notamment sur le féminisme, enfin en tout cas sur les questions de domination par rapport au sexe ou au genre, et qu'après il y a eu des réponses, je crois que c'est Christine Delphi entre autres, typiquement, qui a répondu à ça en disant en fait ça c'est des trucs qui ont déjà été traités dans le domaine de la sociologie du genre et sur lesquels, lesquels Bourdieu n'utilise pas, quoi. Alors que le fonctionnement de la science impose, entre guillemets, de faire appel à ce qui a été fait avant nous, quoi. L'un qu'on qualifie son enseignement de militant, alors que sa principale activité, c'est de s'en prendre à la figure de l'homme blanc hétérosexuel. Et elle semble, de bonne foi, ne pas se rendre compte que son travail est à la fois raciste
sexiste et qu'elle discrimine tout un groupe de Est-ce personnes qu'il veut dire que sur c'est la base. raciste et sexiste parce que c'est contre les hommes blancs? Ouais, du coup, c'est raciste, Ok. sexiste. Bon, mais du coup, ça ne correspond pas à ce que. Si jamais une personne, allez, je vais aller dans son sens, si une personne qui est vraiment, qui a un objectif antiraciste et qui se retrouve à faire des trucs racistes, mais c'est peut-être effectivement qu'elle n'a pas fait son travail de recherche correctement et qu'elle en vient à des trucs contre-productifs. Mais on peut très bien trouver des exemples de personnes complètement inverses qui juste sont antiracistes, ont une bonne analyse du sujet parce qu'elles ont étudié le truc de manière rigoureuse et du coup font ce qu'il faut pour faire avancer leur lutte avec des données fiables, etc. Mon problème, c'est vraiment qu'ils prennent des exemples qui sont très soit minoritaires, soit un peu inexistants pour discréditer toute une partie de la recherche engagée, quoi. Je me demande à quel point il y croit. Je me demande est-ce qu'il est malhonnête ou est-ce qu'il croit à ce qu'il dit quand même. De leur orientation sexuelle et une manière très concrète de pratiquer En plus, son argument est exagéré, même en enlevant certains hommes de bibliographie, il y a un rayonnement tel que certaines figures que ça ne les invisibilisera pas, genre Bourdieu, il est cité à tout va de façon symbolique dans les conversations de comptoir comme dans les conversations académiques. Oui, effectivement, même Je si sais c'est pas pas- s'il a peur de l'invisibilisation en vrai. J'ai l'impression que c'est plus un argument pour dire regardez où ça vous amène. Ouais. Je pense que c'est pas forcément très intéressant d'aller Oui. là-dessus. Bon, c'est évident que c'est un argument fallacieux qu'il donne, quoi. la discrimination, ce sont les réunions en non-mixité. Le sociologue Michel Vivorka les justifie sous prétexte que, de tout temps, des acteurs collectifs ont constitué des groupes à un moment ou à un autre sur la base d'une identité excluant des participants qui n'en relèveraient pas, tels que White Watchers, les alcooliques anonymes ou des groupes féministes. Et ici, la confusion est hallucinante. Il confond le contexte privé et le contexte universitaire qui appartient à la collectivité. Ça n'a donc strictement rien à voir. Lui se fiche de sciences sociales en général, il ne les mobilise que pour les critiquer. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui font ça de critiquer, de faire une critique générale et qui. C'est pas très clair de est-ce qu'ils veulent faire une critique. Si jamais ils ont une critique qui s'applique vraiment à tout le domaine, il faut qu'ils le démontent, quoi. Sinon, c'est un peu comme le terme avec, tu sais, quand on fait sur le live avec le wokisme, en fait, c'est toujours ce truc un peu flou où on prend des trucs à la marge pour critiquer tout le Mais il y a un peu truc. tout ça aussi, Et où sont les arguments qui critiquent vraiment tout typiquement le avec truc. le véganisme ou l'antispécisme, de prendre des exemples de cas particuliers. Bah oui, typiquement oui. les exemples des bébés qui ont été nourris avec du lait végétal et que du coup ils sont morts, blablabla. Il y a une instrumentalisation de ces cas-là qui sont ensuite généralisés au véganisme, alors qu'en général, en plus, ça relève même pas du véganisme, et qui servent d'argument pour décrédibiliser le truc entier. Il y a, je vais reciter une personne, mais il y a Florence Delry qui a fait un thread là-dessus qui est très très bien, et voilà, où elle explique tout le mécanisme, enfin toute la rhétorique qui va derrière. Le souci de l'invisibilisation, c'est que d'un côté elle est involontaire et de l'autre elle est volontaire. Tu veux dire que, alors je sais pas si je comprends bien ton commentaire, tu veux dire que quand par exemple des blancs ou quoi, enfin, quand des groupes dominants invisibilisent des minorités, vu que c'est pas volontaire, c'est pas pareil que du coup quand c'est là dans ce cadre-là où c'est vraiment un groupe de minorités qui se mettent entre eux et du coup là ça serait ok. Je le comprends comme ça ton commentaire, je sais pas si c'est ça que tu as voulu dire, Ergo. Moi je suis d'accord que les chercheurs sont toujours biaisés d'une manière ou d'une autre, ouais, je suis d'accord. Néanmoins, le rôle de la science est bien de produire des connaissances objectives visant une certaine réalité indépendante des perceptions individuelles. Contrairement à ce qu'il dit dans la vidéo, pour produire des connaissances objectives, il faut surtout augmenter la diversité des points de vue dans le monde de la recherche et non pas le réduire ou prétendre qu'elle n'existe pas. Ouais. Oui. Mais effectivement, c'est là que c'est intéressant aussi d'avoir déjà une diversité de personnes et qui ont des approches différentes. Et bon, lui, il a tendance, de ce qu'ils disent au début, c'est un peu comme s'il y avait un espèce de truc un peu fallacieux comme si le wokisme en fait ça devenait l'ensemble des études, genre on a réduit les études en sociologie à ça, ce qui est faux, c'est qu'il y avait déjà plein d'études et en fait on n'a pas spécialement réduit, on a juste étudié de nouveaux champs. Et là, en fait la question surtout à quel point on les étudie correctement, et c'est vrai que s'il y a des points de vue différents avec des points de vue situés différents, ça peut être juste intéressant. Ergo, quand c'est volontaire, c'est un côté inquiétant, oui. Mais après je sais pas, le truc en mixité c'est quand même un peu particulier, c'est pas, ça revient pas au même quoi de discriminer, c'est quand même un espace. Je pense que ça dépend aussi dans quel sens on l'entend. Si l'idée, c'est souvent ce qui est un peu avancé et que je trouve qu'il y a un homme de paille, c'est de dire que le but c'est de vivre en non-mixité, c'est d'avoir une société non-mixte, ce qui est en général pas le cas, et souvent les rendez-vous en non-mixité c'est utilisé, en fait c'est des espaces d'expression à un moment donné qui peuvent permettre, typiquement si on prend l'exemple de la recherche, je pense qu'avoir un espace en non-mixité avec que des personnes qui sont concernées par telle ou telle chose, ça peut faciliter le fait de parler de cette chose en question. Et je pense que c'est juste un outil, quoi. Moi, en tout cas, à titre personnel, les réunions en non-mixité, je vois ça comme un outil qui peuvent permettre de développer, alors dans le cadre militant, des stratégies, ou qui peuvent être juste un cadre qui permet de plus facilement s'exprimer. Enfin, je vois ça comme un outil, en fait, tout simplement, et pas comme un objectif en tant que tel. Et effectivement, de voir ça comme un objectif en tant que tel, je pense que c'est pas une bonne chose, je pense que c'est pas souhaitable, mais voilà, c'est pas comme ça que, en tout cas,
que je perçois les réunions non mixtes. Et j'ai jamais vu présenter autrement qu'un outil, quoi. Dans certains cas, on a plus l'impression que c'est animé par du ressentiment et une forme de vengeance quand on parle d'espace public, et pas juste un outil dans un contexte hyper limité. C'est possible que dans certains cas ce soit ça, mais moi je serais peut-être d'accord pour dire il y a certains espaces non mixtes qui sont problématiques, c'est possible, mais je pense pas que que ce soit intrinsèquement problématique. Je pense que le concept, ça peut avoir une certaine utilité, peut-être que des fois où, je sais pas, pour que des groupes puissent s'exprimer là où ça aurait été plus compliqué dans un espace mixte, ça peut être un outil intéressant, mais je peux concéder qu'il y a des cas où il est mal utilisé. J'ai un peu envie de dire que c'est un peu de la même manière que laisser la parole aux personnes concernées. Je pense que c'est un outil qui est utile dans des paroles pour faciliter le fait de parler pour des personnes qui sont en général invisibilisées ou qui peuvent avoir du mal à s'exprimer parce que elles se sentent pas à leur place ou etc. quoi. Mais voilà que c'est un outil. Ça peut être aussi un safe space. Mais effectivement que ce soit appliqué, c'est ce que je dis dans un post, que ce soit appliqué comme une règle systématique, ça me semble problématique et ça me semble pas souhaitable. Ça fait quoi, peut-être des gens qui s'y sentent mieux en espace comme ça, ils pourront peut-être plus facilement apprendre des choses, discuter, alors que ça va peut-être plus compliqué dans d'autres contextes. Donc dans ce genre de cas, on peut se dire bon, c'est pas déconnant quoi. De même, une afroféministe maître de conférence à l'université de Tours a déclaré sur France Inter en 2019 « L'homme blanc ne peut pas être antiraciste à mes yeux. Il ne peut pas avoir raison contre une noire ou une arabe. Il ne peut pas. C'est pas possible. Et ça, il va falloir que la France s'en rende compte. » Ça dépend de ce que t'entends, sur quel sujet en fait. Et c'est très probable en fait qu'il ait tort sur ce que c'est de vivre le racisme, parce que c'est pas quelque chose qu'il vit. Après qu'il y ait des débats sur, je sais pas, l'analyse par exemple du système raciste, c'est possible que une personne blanche ait plus raison qu'une personne noire. Voilà, moi en tant que mec blanc, en tout cas en tant que mec, je pense que mon analyse du sexisme est meilleure que celle de Thaïs Descuffon qui est une femme. Voilà, je pense que je peux dire ça. Et après, alors je connais pas la personne qui cite, mais si jamais son propos c'est de dire c'est forcément les personnes minoritaires qui ont raison sur le sujet dont elle parle et les autres c'est les oppresseurs donc ils ont tort, oui ok, je peux être d'accord pour critiquer ça. Elle dit qu'il ne peut pas avoir raison, pas juste que c'est rare, oui. Mais effectivement, moi, je serais pas d'accord avec ça. Tel que je comprends, après c'est un extra hors contexte, effectivement. Si en tout cas le truc était contextualisé et que ça voulait dire la même chose, moi je serais en désaccord avec ça. Ouais, mais effectivement, moi ça me paraît nul comme phrase. Mais évidemment, c'est une phrase, celle-là, qui est pas du tout représentative de tout ce qu'il essaie de critiquer en général, mais c'est toujours ça quoi. Tu prends un truc qui concerne une minorité, tu vas dire, oh regardez, c'est la recherche en sociologie. Ça n'a aucun sens comme raisonnement. Ce qui va dans le sens de ce fameux argument imparable, seuls les blancs peuvent être racistes parce que c'est eux qui ont théorisé le racisme. Ce qui est un Elle a vraiment dit ça ? J'aimerais bien voir l'extrait. Argument absolument débile. C'est les blancs qui ont inventé le cinéma, bon bah c'est pas grave, les autres peuvent en faire aussi. Bref, Nathalie. Attends, il montre une photo d'une image de Rokhaya Diallo, c'est ça ? Oui. Moi, j'aimerais bien voir l'extrait où elle dit ça. Elle dit vraiment ça ? Je sais pas. Parce que, non, et pour le coup, ça serait peut-être intéressant de faire des études sur le racisme. Et peut-être même que ça peut être des gens antiracistes qui le font pour montrer, je sais pas, est-ce que les gens sont racistes d'un point de vue factuel ? Et alors, pour le coup, dans les études de psychologie sur le racisme, non, on voit bien que même les noirs peuvent être racistes. Il y a aussi une différence entre l'idéologie raciste et le fait d'avoir intégré des stéréotypes racistes et tout. Mais évidemment que des noirs peuvent à la fois avoir l'idéologie, mais surtout avoir, même en étant antiracistes, avoir des comportements. Avoir des comportements racistes, effectivement, mais aussi ils peuvent avoir beaucoup de préjugés racistes, avoir plein de stéréotypes racistes. Donc non, un noir peut être raciste, une femme peut être sexiste. Alors des exemples de femmes sexistes, on peut en trouver sans trop de difficultés. Oui, on peut citer Thaïs Descuffon. Donc si jamais Rokhaya Diallo a vraiment dit ça, effectivement, je pense que c'est une grosse erreur. Il met Rokhaya Diallo, mais elle dit pas ça. Mais j'aimerais bien voir. Si elle dit pas ça, c'est hyper malhonnête. Genre tu mets une personne et après tu peux dire mais j'ai jamais dit qu'elle a dit ça. Mais ouais, mais en même temps que son propos, tu mets sa vidéo. Ça me pose question ça. Je comprends pas pourquoi il fait. Je sais pas, c'est pas si compliqué de mettre des extraits à chaque fois des personnes qui parlent. Bon, Rokhaya est beaucoup plus nuancé que ça. J'aimerais bien l'entendre dire qu'est-ce qu'elle dirait là-dessus du coup. Je suis dubitatif. Les propos de Rokhaya Diallo sont très souvent mal cités et déformés. C'est tellement un bouc émissaire. C'est vraiment Sandrine Rousseau, Rokhaya Diallo, c'est toujours les mêmes qui servent de bouc émissaire. Bon. Je reprocherais à la gauche d'être beaucoup trop charitable aux dingueries des gens qui se disent de gauche. Effectivement, enfin, je pense que des fois, effectivement, ça peut manquer d'autocritique. Je pense qu'on est d'accord pour dire qu'il faut s'autocritiquer et critiquer les gens qui sont d'accord avec nous sur beaucoup de points. Mais quand ça va pas sur certains, faut pas hésiter à les tacler. Mais effectivement, peut-être que c'est pas assez fait. Je pense que c'est surtout pas assez fait dans les partis politiques. Ouais, dans les trucs qui sont publics, quoi. Ouais, faut surtout, tu défends ton parti à tout prix et faut surtout pas tacler les gens dans le parti. Et du coup, on va tacler les gens dans d'autres partis qui auront ce jeu de parti qui est assez malsain. Yannick nous rapporte aussi les propos de Christine Delphi, qui écrivait en 2008 que le débat sur le voile islamique était une grande libération de la parole raciste envers une société islamique que les Occidentaux imaginent à tort comme une société misogyne, antidémocratique, répressive, belliqueuse et cruelle. Alors, pour avoir lu Delphi, c'est pas tout à fait ça ce qu'elle dit, c'est pas que c'est imaginé à tort comme une société sexiste, patriarcale, etc. Je pense pas que Christine Delphi irait à nier le sexisme des sociétés, n'importe lesquelles en fait. Oui. Mais ce qu'elle dit, c'est que le voile, il y a les argumentaires sur la question du voile, et notamment l'argumentaire qui a prédominé et qui a permis de faire passer les lois anti-voile.
c'était de dire que les femmes et les filles voilées étaient en fait des victimes de leur société, de leur famille et de la culture sexiste qui était dans leur famille, dans la communauté religieuse, etc., etc. Et donc elles étaient obligées de porter le voile et que même elles se rendaient pas compte de leur propre soumission à ce sexisme ambiant et que du coup pour protéger les femmes voilées, alors on va interdire le voile parce que ça leur permet cette liberté-là. Et en fait, ce qu'elle dit, Christine Delphi et d'autres autoristes d'ailleurs, c'est que cet argumentaire-là, en plus d'être très paternaliste et enfin, moi j'aime bien la formule de, je sais pas si c'est elle qui l'a dit, mais en gros de dire qu'on lutte contre le sexisme par le sexisme, ce qui est complètement absurde. Mais bref, outre le fait qu'il y a ça et qu'en plus ça renvoie les femmes musulmanes et les femmes de manière générale à une position de victimes qui sont incapables de penser par elles-mêmes, quoi, il y a aussi ce truc-là que ça permet de pointer du doigt l'autre, c'est-à-dire en l'occurrence le musulman ou les musulmans, la communauté musulmane, comme étant extrêmement raciste, extrêmement sexiste, contrairement à l'Occident qui serait l'espace de la liberté et de l'émancipation des femmes. C'est ça qu'elle dit en fait. C'est qu'il y a un contraste qui est créé sur cette question du voile entre, d'un côté, la société musulmane qui serait particulièrement sexiste et raciste et qui obligerait les filles et les femmes musulmanes à porter le voile, et la société occidentale qui, parce qu'elle interdit le port du voile, serait l'espace de liberté et de libération de la femme, quoi. Du coup, c'est un peu détourné, ces propos, pour le coup. Et aussi et surtout que le sexisme de l'islam n'est qu'une invention des sociétés démocratiques et de leur stratégie décoloniale. Bon, après, si jamais elle dit ça, on pourrait très bien dire Klestroff, il cite bien les sources dans la description avec le livre et la page. Évidemment. Alors, je vais te remontrer ces sources. C'est un lien Amazon, c'est sûr. Tu as le livre de la personne la personne qui cite tout le long de la vidéo, donc qui est Nathalie Hennig. Voilà. Citer sans montrer un screen des mots exacts, c'est assez malhonnête. Ouais, je suis assez d'accord. Bah ouais. C'est vrai que quand tu dis cette personne dit ça, ou tu mets la photo ou quoi, ou alors tu mets des sources. Au moins un article, genre au moins un article de presse où t'as les propos de la personne, je sais pas, au moins un truc, pas rien. Ou alors c'est dans le livre de la personne en question, mais bon, c'est le livre d'une personne, ok, il faut acheter son livre sur Amazon, c'est même pas un truc en libre accès ou quoi, donc non, mais tu peux pas, quand tu fais, t'attends les gens, tu donnes des sources, tu peux pas attendre les gens qui craquent le livre, non, c'est soit tu donnes un truc en libre accès, si ta seule source c'est un truc que les gens il faut qu'ils payent pour y avoir accès. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vraiment vérifier les propos facilement en fait, donc c'est pas terrible quoi. Enfin après si ta source c'est vraiment que le livre, mais bon, il y a bien autre chose. Dans tout ce qu'il dit, c'est pas que le livre quoi, il y a bien des trucs qui viennent d'ailleurs quoi. Et surtout que au pire il y a pour les propos il y a pour les extraits, il y a les trucs du livre. Tu peux très bien, genre quand tu fais une biblio correcte, normalement, surtout quand il y a des citations, tu cites bien d'où vient la citation, et après tu peux même, dans les articles de recherche par exemple, on met bien, c'est cité par telle personne, tu mets bien d'où tu as vu la citation, même si tu n'as pas lu le truc directement. Donc, si vous en aviez besoin, voici une belle illustration de ce qu'est concrètement l'islamo-gauchisme. Ouais, alors c'est pour lui l'islamo-gauchisme, du coup, c'est le fait d'être hyper conciliant sur le sexisme dans l'islam. Et en fait, je pense que c'est là où beaucoup de gens ne comprennent pas trop la nuance, c'est que l'idée de l'islamophobie de ça, c'est juste de dire, mais d'arrêter de stigmatiser les musulmans. Et tout ça, ça veut pas dire qu'on peut pas critiquer l'islam. Évidemment que l'islam, en tant que religion, et comme toutes les religions, il y a beaucoup de trucs à redire. Ça veut pas dire qu'il faut empêcher les gens d'être religieux. C'est pas, voilà. Évidemment que l'islam est sexiste. Évidemment que si tu lis le Coran comme tu lis la Bible, évidemment qu'il y a plein de textes sexistes dedans. Évidemment que l'islam, quand il est appliqué dans les pays actuellement, ou dans les pays où l'islam a beaucoup de poids, oui, c'est des pays archi-sexistes. Bon, oui, ça on peut le dire. C'est pas islamophobe, ça, je précise bien. Et du coup, ça empêche pas de dire... Enfin, il y a vraiment une nuance à faire entre ne pas stigmatiser les gens et ne pas être... Voilà, oui, laxiste sur des comportements problématiques. Mais oui, en vrai, on peut considérer qu'il y a des trucs à redire dans ces pays-là, ou dans l'islam en général, et tout en admettant, surtout en critiquant aussi le discours islamophobe, et on peut laisser les personnes faire ce qu'ils veulent. De la même manière qu'on peut se dire, bon, mais je préférais que le christianisme ait moins de pas dans la société, pour autant, je vais pas forcer les chrétiens à ne plus être chrétiens. Enfin, ça me paraît tellement évident. Bon. Et du coup, ouais, pour lui, c'est ça l'islamo-gauchisme. Ok. Particulièrement présent dans la mouvance décoloniale qui fait de la race et des notions de domination les seules grilles de lecture du monde, notamment à travers l'idée de racisme systémique. L'affirmation selon laquelle il existerait en France un racisme d'État ou un racisme systémique confond les conduites racistes de certains agents de l'État illégales et sanctionnables, sinon dûment sanctionnés, avec une politique systématique et légalisée de discrimination raciale. Alors, quand dit que le racisme est systémique, ça ne veut pas dire qu'il est inscrit dans la loi. À partir du moment où tu as beaucoup de dirigeants qui sont racistes, que tu as un truc assez...
systématique, quoi, quand même. Donc, t'as bien quelque chose qui est répandu dans la société, Puis que même ce là, soit dans t'as les des comportements de politiques beaucoup de gens. anti-migratoires, Je sais pas pourquoi on précise, c'est des comportements. En fait, j'ai l'impression qu'elle est dans une espèce d'individualisme. Pour une personne qui est sociologue, c'est hyper étrange de raisonner comme ça. De ce truc de. Faudrait voir si elle a vraiment dit ça. Encore là, je me méfierais de Maudin Malin, comment il traite le truc. Ce truc de réduire à des comportements individuels. Mais un comportement individuel, c'est un peu la base de la sociologie. Quand t'as un comportement individuel qui est fait par beaucoup de gens et qui est hyper répandu et qui est plus présent que d'autres comportements, ça s'appelle un fait social. C'est justement le racisme qui n'est pas dans la loi, le racisme systémique. Ben oui, ça désigne. Si c'est dans Pour la moi, loi, la loi, ça c'est paraît très évident que c'est composante. systémique. Mais si vous voulez, Ça peut d'ailleurs, être dans la. considéré comme une Tout à composante. l'heure, Ça j'ai dépend fait- des ouais. définitions. mais- Tout à l'heure, j'ai fait ma pub là pour la prochaine vidéo qui sera sur le spécisme, les définitions du spécisme, et dans la définition sociologique du spécisme, dans cette définition-là du spécisme, et donc on peut dire la même chose avec le racisme, il y a toute une composante culturelle, toute une composante systémique qui est un versant législatif, il y a un versant qui est culturel, il y a un versant législatif, il y a tout ce qui est Après, institutionnel, ouais. enfin voilà, il y a plusieurs composantes comme ça, et il y a tout un versant économique, et en fait, quelque chose qui est ancré dans la culture, dans les comportements et tout, dans les individus, même si c'est pas ancré dans la loi, bon déjà ça peut se répercuter dans la loi, parce que même si la loi ne dit pas effectivement qu'il faut condamner plus un J'allais noir, dire que- effectivement, à crime égal, si t'es noir, tu peux avoir un peu plus de chances d'être condamné, par exemple. Donc ça, c'est quand même, c'est pas dans la loi, mais c'est quand même, ça fait quand même partie du système institutionnel et législatif. Et du coup, les comportements des gens, quand c'est répandu, ça s'inscrit dans une culture, ça s'inscrit dans un contexte, c'est un fait social. Aussi dans la loi, je pense il y a deux choses qu'on peut distinguer. Alors ça, c'est le modèle de Talcott Parsons. En gros, on peut distinguer la loi en tant que telle, enfin les règles légales, et ce qu'on appelle le lexisme législatif. Par exemple, je vais prendre un exemple que je connais un peu, mais pour les animaux, on peut dire que le spécisme, parfois il se matérialise dans des textes de loi très littérales. Par exemple, le fait d'avoir des exceptions et qu'on est OK pour tuer des animaux, qu'on organise des abattoirs, que tout ça se soit strictement légalisé, quoi. C'est vraiment purement légal, entre guillemets. Mais à côté de ça, on peut par exemple avoir un certain laxisme législatif sur les violences qui sont faites contre les animaux. Le fait que ce soit peu ou pas condamné, c'est aussi une marque du spécisme, mais c'est peut-être moins visible que les textes de loi écrits tels quels. Et on peut avoir un truc un peu similaire avec le sexisme, le racisme, etc., que tu peux avoir, ou d'autres oppressions, quoi, mais que tu peux certes ne pas avoir des écrits noirs sur blanc dans la loi que c'est OK de faire telle chose à l'encontre de telle personne, mais que dans les faits, il y a plus ou moins de condamnation en fonction de la position sociale des gens, quoi. Par rapport à la question du spécisme systémique, mais qu'on peut faire des raisonnements similaires évidemment avec le racisme, c'est juste que là j'ai cet article sous la main vu que je prépare une vidéo sur le spécisme, mais il y aura sûrement des articles intéressants sur le racisme. Donc je vous mets cet article de Sarah Zanaz, donc en attendant que je vous invite évidemment à voir ma prochaine vidéo sur le sujet, mais d'ici là, ou même après d'ailleurs, il y a ce très bon article de Sarah Zanaz qui est sur la définition sociologique du spécisme, sur le spécisme comme système, et du coup c'est vraiment intéressant. Voilà. Donc tout ça pour dire que c'est étrange pour une sociologue de réduire comme ça le racisme à des comportements individuels et ne pas comprendre que si t'as plein de chefs d'État, t'as une bonne partie de chefs d'État qui sont racistes, oui, c'est pas juste des crimes isolés, ça s'inscrit dans un contexte et du coup il y a bien un moment où c'est systémique, quoi. Comme si la France vivait sous un régime d'apartheid. Le racisme systémique en France, c'est une chimère. Et Heineck nous apprend que certains enseignants-chercheurs qui étudient ce soi-disant racisme systémique s'appuient sur l'autodéclaration, donc des ressentis. Encore une fois, on est loin de la rigueur scientifique. Ah, il s'appuie sur les ressentis. Alors, imaginons certains chercheurs font ça. Je connais pas les études qui parlent du ressenti, donc il faudrait voir comment elles sont faites. Alors, il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur des trucs très objectifs. Je pense, alors notamment la recherche. Donc là, je pourrais pas vous donner la source en tête parce que la date d'un moment, mais je sais qu'il y a Vlanx avait fait une vidéo là-dessus, donc peut-être que ça pourra se retrouver facilement en tapant Vlanx avec des mots clés. Si vous tapez Vlanx racisme systémique, je pense que vous l'aurez. Et du coup, il y a des études par exemple qui montrent par rapport au CV ou quoi, des trucs comme ça où tu changes par exemple le nom et en fonction du coup de l'origine ou du nom ou d'autres paramètres, parce que ça va en faire sur, je sais plus, c'est sur des entretiens d'embauche ou dans des trucs comme ça. Et en fait, rien que le suivant quand tu t'appelles ou quoi, la consonance, en fait, il y a des choses comme ça qui sont totalement objectives parce que tu peux mesurer à quel point, je sais pas, tel CV va être reçu, ce genre de choses. Et je connais même pas l'ensemble des études sur le racisme systémique, mais attends, est-ce qu'il a dit certains chercheurs ou Certains enseignants-chercheurs qui étudient... Certains enseignants-chercheurs, mais ça il dit comme ça, il y a une vibe malhonnête parce que t'as l'impression que du coup ça a l'air répandu, mais est-ce que c'est juste quelques articles isolés? Et encore ces articles, est-ce qu'ils sont peut-être pas si mauvais? Il faudrait voir la méthodologie, il faudrait voir qu'est-ce qu'ils en concluent, tant qu'ils concluent pas. Que ça pose aussi. Oui, et tant que tu conclues pas au-delà de ce que ton étude permet de conclure. Donc là, pour lui, le racisme systémique est une chimère. Je trouve que c'est assez ouf de dire ça. Ouais, c'est un peu contraire aux données qu'on a, quoi. Surtout, après, sûrement qu'il en a une définition qui ne comprend pas. Bon, Scoop, il y a de la sociologie qualitative avec des entretiens, oui, mais il y a plein d'études statistiques qui démontrent l'existence du racisme systémique. Ouais. Mais... Et c'est même pas rare d'ailleurs d'avoir les deux recroisés dans une même étude. Étudie ce soi-disant racisme systémique s'appuie sur l'autodéclaration, donc
des ressentis. Encore une fois, on est loin de la rigueur scientifique. Déjà, Et les encore ressentis, c'est des dire que, délires, en plus. dire que les ressentis ne sont pas objectifs, c'est que mon ressenti à moi, il est peut-être pas valide pour dire comment est le monde, mais mon ressenti à moi et le ressenti d'autres personnes et tout, c'est quand même une donnée qui peut être étudiée par des scientifiques. Même une donnée fausse, même une croyance fausse peut être étudiée de manière objective. Je sais pas si c'est contre-intuitif de dire ça. Je pense que pour n'importe quel scientifique, ça paraît très évident de travailler avec ça, mais je sais pas si tu dis le complotisme, tu peux travailler avec des croyances fausses pour avoir des trucs objectifs. En fait, le fait que ce soit subjectif, C'est un argument que j'ai souvent entendu, que les gens font des généralités d'expériences individuelles, ou encore que c'est pas systémique parce que c'est complotiste de penser que les gens font exprès d'être racistes ou sexistes, ou parce qu'ils confondent notion de système et l'idée que ce serait des lois claires qui auraient cet objectif. Il y a le truc de la loi et le truc de la volonté. Et ça, c'est un truc. Je suis retombée la dernière fois sur une vidéo de l'INA, les Archives nationales, qui interviewe des gens dans la rue en disant, genre, ils leur demandent en gros, il y a des questions genre, comment vous réagiriez si votre fille, par exemple, vous ramenait un gendre noir, ou comment vous réagiriez si elle vous disait qu'elle voulait se marier avec un noir, etc. etc. Et les gens sont extrêmement racistes, hein. Ils disent en mode à moi j'aimerais pas, ou à moi ça me mettrait mal à l'aise, ou des choses qui sont clairement racistes. Et à la fin, les journalistes leur posent la question, est-ce que vous pensez que vous êtes raciste? Et les gens disent non, moi je suis pas raciste, je pense qu'il faut pas faire de mal aux noirs, qu'il faut pas, que c'est absolument horrible de les réduire en esclavage, etc., etc. Et donc les gens prennent vraiment l'idée que le racisme c'est un truc extrêmement explicite et volontairement nuisible, alors que ça peut prendre des formes qui sont beaucoup plus discrètes. Et c'est marrant entre gros guillemets, mais il y a la vidéo, le stream auquel on avait réagi sur Cassandre qui parle du spécisme, et à un moment il dit je suis pas spéciste parce que je pense pas qu'il faut maltraiter les animaux, etc. Ça, parce que le Cassandre il assume le spécisme, non? Moi je crois que c'est Cassandre. Ah bon? Parce qu'il assume le spécisme en tout cas, Cassandre. Mais en tout cas il y a un moment il dit je suis pas spéciste dans le sens où je pense qu'il faut pas maltraiter les animaux, etc., etc. Ah oui. Mais par contre je suis spéciste parce que, enfin je sais pas s'il dit je suis spéciste, genre je pense quand même que c'est ok de les manger. Et donc vraiment il y a ce truc de, les gens des fois réduisent la question des discriminations à leur forme la plus violente et la plus explicite, sans prendre en compte que ça peut se manifester de multiples manières en fait. Mais là c'est justement intéressant de faire des travaux psychologiques et sociologiques sur les questions des discriminations, qui est que faut pas réduire les discriminations à des points de vue des points de vue éthiques, quoi. C'est pas juste des points de vue de philo-morale, quoi, où les gens réfléchissent et se disent bon, c'est vrai que faut c'est pas forcément rationnel derrière. Il y a des fois juste on intériorise plein de schémas, et les gens, en étant bien intentionnés, je pense qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas être sexistes mais qui sont constamment sexistes et qui ont des préjugés sexuistes, et le truc c'est que il y a aussi des réflexes, des schémas de pensée qui sont racistes. Et ça, alors je ferai peut-être c'est une vidéo, je tease une vidéo que je ferai sûrement dans longtemps. En fait c'est une des premières que j'ai écrites. J'ai fait d'autres trucs donc je l'ai pas tournée, et du coup, mais c'est sur des expériences de psychosocial, et du coup je pense que j'y reviendrai. Mais il y a des expériences qui montrent à quel point en fait juste on intériorise le racisme, et à quel point même des personnes noires intériorisent. C'est pas le truc avec les couteaux là? Non, c'est pas avec, c'est avec des flingues. Oui, c'est ça, j'allais dire, les couteaux, les pistolets. Bref, j'en reparlerai un jour sur la chaîne. En fait, tout ça pour dire, c'est même des personnes noires qui sont antiracistes, même des personnes. Et en fait, ils mesurent dans les études, genre, qu'est-ce qui fait varier ça? Est-ce que par exemple, on mesure si les gens sont eux-mêmes adhèrent à des préjugés racistes et tout? Et en fait, même les gens qui ont peu de préjugés, même les gens qui se disent antiracistes, peuvent avoir intégrer des stéréotypes racistes. En fait, ils peuvent avoir des attitudes racistes, et le fait de connaître certains stéréotypes racistes, rien que ça peut suffire à induire des comportements chez nous. Genre, si t'as en tête les trucs racistes du genre que les noirs sont plus violents, tout ça, ça peut induire certains comportements, même si tu n'as pas de préjugés ou quoi. Et bon, j'en parle très rapidement, là je détaille. C'est une très bonne transition pour en revenir au truc, au sujet de la vidéo, en fait, de dire que personne n'est neutre, et que justement le fait de penser qu'on n'a pas de biais. En fait, quand on connaît pas ce genre d'études et qu'on sait pas que, en fait, même quand tu te dis antiraciste, il y a Racisme Invisible sur Instagram qui a fait très bon compte. Qui a fait un post là-dessus, un post où justement elle montre que, en fait, elle se base sur des études notamment de psychologie sociale, et en fait elle montre que globalement on est à peu près tous racistes et qu'on a des réflexes racistes indépendamment de notre volonté, et elle dit bien en fait il faut en tenir compte parce que c'est comme ça qu'on pourra lutter contre le racisme. Mais à partir du moment où on ne sait pas qu'on a ces biais-là, dans le cadre de la recherche évidemment on va être moins attentif probablement, et dans le cadre de la vie quotidienne ça va être compliqué de bien axer notre militantisme pour éviter que les gens aient ce genre de réflexes, pour essayer de déconstruire un peu ces réflexes racistes, quoi. Finalement on reste dans des imaginaires où les vrais racistes ce sont que les nazis tortionnaires et pas les gens qui trouvent qu'il y a un peu trop de noirs dans le bus. Ouais, c'est ça, c'est les formes les plus explicites et assumées
assumé de racisme, Le test c'est du de- racisme. C'est vrai Et que le sinon, test ça de la l'est pas. poupée, peut-être qu'il faudrait que j'en parle. Ça me dit Moi, quelque si chose tu veux, et je crois je que c'est pense qu'il y assez a pas- intéressant ce truc-là, si c'est ce que je C'est pense. que je crois qu'on demande à des enfants de De choisir choisir des entre une poupées, poupée noire ouais. et une poupée Et je blanche, crois et qu'on leur pose des d'expliquer questions pourquoi. sur ça. Ouais, ouais, d'expliquer c'est- pourquoi. Et en fait, même les petites filles noires choisissent la poupée blanche en disant qu'elle est mieux. Ça me fait penser à une étude de psychosocial aussi avec des personnes handicapées. Alors je sais pas si je saurais bien la résumer là de tête comme ça, Ouais, mais je c'est un vois truc du laquelle genre, tu peux aller dans une salle de cinéma et donc évidemment que les gens, je sais plus si on les questionne ou quoi à la fin de l'étude, mais bon, les gens vont évidemment dire qu'ils sont pas discriminants ou quoi. Mais en fait, tu peux aller dans la même salle ou pas. Et Qu'une si personne, c'est du coup, genre en si c'est le fauteuil même, roulant, et en je fait crois, t'as le c'est choix ça. du film. Et en fait, si par exemple c'est le même film des deux côtés. Je crois que c'est genre, faudra vérifier, là je cite un truc sans la source ou quoi, mais de ce que je me souviens, c'est genre quand tu peux aller des deux côtés et que c'est le même film, bah, les gens vont aller plutôt avec la personne handicapée, comme si fallait, ça serait peut-être mal vu d'aller de l'autre côté, mais par contre, quand c'est deux films différents, les gens ont plus tendance, quel que soit, même si tu inverses les films, les gens ont plus tendance à aller de l'autre côté. Comme si, tu vois, c'est que quand tu as une espèce de justificatif c'est pas le même film, donc c'est tout à fait logique de prendre d'aller de l'autre côté. Et du coup, les gens, tout en n'étant pas du tout discriminants, du coup, en fait, font quelque chose de discriminant. Et je trouve que cet exemple, il est hyper parlant pour montrer cette discrimination qui est hyper implicite, en fait, et qui ne se réduit pas à l'idéologie, quoi. Je pense qu'il faut distinguer le racisme qui vient des biais cognitifs, qu'il faut combattre et dont il faut prendre conscience, et le racisme comme idéologie. Le premier, on ouais. y est tous soumis. Le second, c'est penser que tel comportement est dû à une soi-disant race, ou plus généralement Ouais. encore que les races existent et que les humains sont différents et hiérarchisés en fonction de ces pseudo-races. Mais surtout qu'il y a une différence entre à quel point on peut... c'est qu'il y en a un, le racisme, on va dire, éthique, il est beaucoup plus facile à se remettre en question parce qu'il est, il est un peu, on va dire, entre guillemets, purement rationnel. Genre, une fois qu'on demande les arguments que ça n'a pas de sens, quoi, le racisme, bon, tu peux le remettre en question. Après, une fois que tu as intégré des stéréotypes et des préjugés, tout ça, ça c'est plus dur à remettre en question. Je trouve le bon exemple de ça aussi, c'est par rapport à l'aphrodisme, donc la discrimination sur l'apparence. Donc si vous voulez voir, je l'ai déjà cité sur les autres lives, mais bon, il y a une vidéo sur ma chaîne là sur l'aphrodisme. Je vous invite à aller regarder, donc ou sur la discrimination sur l'apparence, et qui est, je pense, que une fois qu'on se renseigne sur le sujet, ça paraît assez évident. Au final, oui, ça serait mieux s'il y avait pas, si on pouvait être moins centré là-dessus. Bon, bref, on peut déconstruire pas mal de trucs, mais en pratique, une fois qu'on est intériorisé par des préférences, une fois que on a une tendance à agir peut-être un peu plus positif avec les gens qu'on trouve plus attirants, tout ça, c'est des choses qui sont quand même pas simples à changer chez soi. Et je dis pas qu'il faut pas essayer de travailler pour le faire, mais c'est que ça reste un peu plus dur que la critique politique, elle est quand même, je trouve, plus simple que le changement sur soi. Et je répète bien, ça veut pas dire qu'il faut pas faire d'efforts pour changer. Oui. Et là, pareil, il y a des études qui montrent que ça va influencer. Par exemple, typiquement, ça marche sur les décisions de justice. Les gens qui sont considérés comme beaux ont des décisions de justice qui sont... En gros, c'est plus avantageux quand t'es beau. T'es moins condamné à crime égal, quoi. Ça marche aussi avec les CV, l'expérience des CV en aveugle, là où on change la photo en fait sur le CV et que les gens vont avoir tendance à être plus facilement embauchés, enfin avoir plus facilement un appel pour l'embauche. Et ça marche même dans le cas des votes. Le fait que des gens soient plus beaux, ça fait qu'on va plus facilement voter pour eux. Donc vraiment, ça a un impact qui est quand même assez... Je vous mets la vidéo encore dans le chat. Bien commun, tu dis pretty privilege. Ouais, on entend, il y a le terme de beauty privilege, il y a aussi le lookisme. Donc nous, on parle d'aphrodisme, mais effectivement, c'est vrai qu'il y a plusieurs termes autour de ça. Il y a une étude qui a montré que les enfants qui sont considérés comme moins beaux sont moins bien pris en charge. Genre, on va moins s'intéresser à eux à l'école, on va être moins attentionné envers eux, et du coup, ça peut impacter carrément ton développement dans la vie, quoi. C'est vraiment un truc qui est pas anodin. Ouais, l'aphrodite, c'est vraiment une discrimination qui est très... on peut dire, c'est un bon exemple de truc systémique. C'est un bon exemple de truc systémique, parce qu'évidemment que c'est systémique, c'est hyper répandu et tout, mais pour ce coup, évidemment qu'il n'y a pas de loi, évidemment que... Il y en a eu. Évidemment, mais... Il y en a eu. Ouais, il y a eu sur les gens moches, quoi. Ouais, il y a eu je ce qu'on appelle les ugly laws, alors qui étaient aussi très axés dans le validisme. C'est des lois aux États-Unis. Ça concernait surtout les personnes avec un handicap visible ou des malformations visibles. Et en gros, sur la loi, c'est écrit un truc du genre les gens qui pourraient être désagréables à la vue. Et en fait, t'avais pas le droit d'aller dans certains espaces publics quand t'étais considéré comme trop moche. Ce qui était... c'est hyper violent. Mais du coup, il y a eu des lois explicitement aphrodistes, quoi. Et validistes au passage, parce que ça concernait beaucoup les personnes avec un handicap visible aussi, quoi. Voilà. Okay. Bonne ambiance. On connaît l'importance qu'a pris la cancel culture ces dernières années. Et le comble, c'est quand le cancel a lieu à l'université. Quand plutôt que de débattre, on préfère annuler une conférence, un colloque ou une publication si le sujet nous déplaît. Et on ne peut pas appeler ça autrement que du totalitarisme. Alors à la question, qu'est-ce que le militant... Je vois quel truc qui fait référence. Du totalitarisme, bon, ça c'est une grosse question de quand il y a des trucs... à quel point ça nous déplaît. Bon, je sais plus l'exemple à question. Genre s'il y avait un discours nazi quelque part, est-ce que effectivement on pourrait dire oui c'est mieux de passer par le débat, tout ça, faut pas interdire. Après, je pense que je sais pas, est-ce qu'il y a pas des seuils où finalement s'opposer à ce que ça se passe. C'est le paradoxe de la tolérance, quoi. Ouais.
La question est pas si évidente. Totalitarisme, je sais pas s'il faut. Bon, je sais pas. Mais à la limite, bon, admettons que dans ce cas-là, c'était pas justifié. Ça. Attends, c'est quoi le rapport avec tout ce qu'il a dit avant d'ailleurs? Je suis en train de me dire, attends, en quoi ça. Oui, ok, il y a eu cet exemple, ok, mais ça ne change pas. Bon, ça ne valide pas tout son propos. Bon, bref. Militantisme fait à la recherche, Nathalie Haynick nous répond. Déficit de curiosité intellectuelle et de rigueur scientifique, radicalisme borné, lâcheté individuelle protégée par la meute, jouissance perverse du pouvoir exercé par la culpabilisation, par la menace ou par la force. Ça part en vibe psychanalyse. Admettons qu'il y ait une partie, qu'il y ait des gens qui tombent Oui. là-dedans. C'est possible. Et c'est Son très propos, probable, ça a l'air en d'être plus, mais- son propos, sa vidéo, c'est en tout cas qu'une grosse partie de la recherche en sociologie de ça, ou surtout que le militantisme qu'être militant et chercheur ou chercheuse, ça mène à ça. Je pense que là, il faudrait des preuves de ça. Il a toujours pas dit en quoi, qu'est-ce qui fait qu'on en amènerait forcément à ça, et qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas être militant, au lieu Ouais, dit il être présente ça comme s'il y avait une incompatibilité Ouais. totale, quoi. Et je Alors pense que ça qu'il me se trompe semble là-dessus, assez quoi. faux, ouais, Et du je coup, suis là, assez et arriver à cette conclusion où du coup, le militantisme dans la recherche, ça mène à ça, bah, c'est hyper fallacieux. Bon, non, ça mène pas du tout systématiquement à ça. Et je pense qu'il prend des exemples très minoritaires parce qu'il y a quand même, un travail fait pour limiter les biais, tout ça. Et je pense que c'est le fait que ces recherches qui sont peut-être en partie, peut-être qu'il y a un petit bout de ces recherches qui sont pas rigoureuses, ok, mais je pense qu'une partie est sûrement rigoureuse et qu'elles en arrivent à des conclusions, surtout qui leur déplaît, et eux qui les rejettent sûrement. Du coup, voilà, c'est forcément, eux ils nient le racisme systémique, donc forcément, ils partent du Oui. principe que toutes Tout ces ce qui recherches qui arrive à la aboutissent, qui parlent de racisme conclusion, systémique, oh là là, elles sont woke, elles sont nulles, alors qu'il y a une grosse partie de ces recherches qui sont sûrement valides. Et du coup, à quel point leur propre biais idéologique en arrive à leur Avoir donner une une critique perception, claquée. à avoir une perception erronée de la réalité, du coup. Voilà. Contre son camp. Voilà donc quelques-uns des effets du militantisme académique. Le monde universitaire que nous dessinent les nouveaux chantres de l'identitarisme et du communautarisme est un monde intellectuellement exsangue, obnubilé par le genre, la race ou la sexualité, Obnubilé. appauvri de toute la richesse de nos ressources conceptuelles, et le monde social qu'il tente de construire est un monde relationnellement invivable. Ça, faut le démontrer. Tu peux pas poser cette phrase, dire ça monte vers un monde invivable et pas le démontrer. Et après, ces concepts, il faudrait le démontrer. Pourquoi les concepts de race, de genre... Attends, si j'ai bien saisi, elle s'oppose, elle trouve que c'est des concepts pas intéressants. Hein. Et pourquoi elle Non, s'est approprié la je pense qu'elle réflexion dit, justement, elle dit que le- ça prend trop le pas sur le reste, je suppose, pour être Ouais, sur le mais ça câble. encore, faudrait le démontrer. Mais surtout, je vois pas Justement, encore. moi, je Pour moi, trouve les que termes c'est de des genre et de race, compréhensions oui, ça hyper apporte de nouvelles clés de intéressantes. compréhension. C'est- Il y a plein d'analyses où si tu raisonnes que en termes de sexe, Tu vas pas aller loin, quoi. c'est illimité, quoi. Comme ça te limite dans la réflexion. Le fait d'avoir le terme de genre, de bien distinguer ce que c'est le genre d'un point de vue psychologique, d'un point de vue sociologique. Après, en socio, des fois, on parle de sexe dans le sens social. En tout cas, Comme la race sociale. quand tu Ça. parles de genre en psychologie, ça amène à des raisonnements qui permettent d'étudier des choses que tu n'aurais pas pu étudier avec juste le terme de sexe. Ben, rien que par exemple, alors c'est pas que pour la transidentité, mais en tout cas la transidentité, on pourrait toujours l'étudier de point de vue factuel. Il y a des personnes qui sont comme ça, voilà, enfin, qui ont tel ou tel trait Ouais, c'est psychologique. des outils pour décrire Voilà. le monde. Ben oui, quoi. c'est juste un outil pour décrire le monde, donc tu peux parler de genre pour décrire Là, ça manque vraiment d'argumentation. En fait, il y a plein de moments où ils posent des phrases comme ça, ok, il a dit ça, ouais, bon. Habité par la méchanceté, la hargne et le désir de vengeance. Ce que le Voilà, c'est Ça, c'est Il y a un peu c'est une tellement des attaques gratuites, quoi. pathologisation, genre de dire que Ouais. c'est vraiment un problème individuel Ouais. des gens qui sont méchants. militantisme fait à la recherche, donc, il la bêtit, il la dégrade, il la stérilise, et au lieu de lui permettre de s'élever au rang de science, il la rabaisse à celui d'idéologie. Bon, il a bien une vision d'idéologie dans le sens dogmatique, quoi. Mais Ouais, là je encore, pense. faut démontrer que. Ça mène Que la- nécessairement à ça. Bah en oui. fait. Est-ce qu'il nierait que on peut pas utiliser. Là, en plus, il y a un amalgame vu qu'il parle de termes de genre et tout. Pour lui, on peut pas avoir des convictions, utiliser le terme de genre, tout ça, et faire de la science rigoureuse. Bon. C'était très mauvais comme vidéo.